J'imagine que vous suivez l'actualité qui, malheureusement, ces derniers temps, est à 80% consacrée à cette question des réfugiés. Sauf qu'on fait mine de découvrir la crise, alors que, malheureusement, cette crise existe depuis déjà de nombreuses années. Et elle se rappelle à nous de manière très violente. Et de fait, dans cette urgence, l'Europe est sommée d'agir. Alors, pas toujours comme on le voudrait, mais alors après, on va se poser la question de qui est cette entité européenne un peu vague qui peut nous sembler en fait si proche, mais en même temps, on peut très vite pointer, mais je pense que Pascal Durand le dira bien mieux que moi, que les responsables en fait ne sont pas toujours ceux qu'on croit, et qu'on a tendance à pointer des responsabilités pour mieux se défausser de ce qu'on aurait nous-mêmes à faire. Et je pointe notamment la responsabilité de notre gouvernement actuel. Mais on en parlera. À l'heure où je vous parle, voilà, je reviens de Bruxelles où j'étais hier au sommet européen. Donc on pourra largement pointer la responsabilité de la France et des pays de l'Union européenne dans cette crise. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est d'être le plus interactif possible. Donc on a 2 heures devant nous. N'hésitez pas à lever la main, à poser des questions, à nous interpeller. Et surtout, là, voilà, on est dans une controverse, mais s'il s'agit de faire Madame Loyal, qui pourra très vite monter au créneau en disant « mais on va risquer l'appel d'air, mes chers amis », eh bien je le ferai. Voilà, donc je passe la parole à Geneviève Garrigos, donc présidente d'Amnesty International France. Merci beaucoup Nora, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors effectivement, parler aujourd'hui de ce qui se passe au niveau des réfugiés, c'est pour moi, c'est pas compliqué, c'est certes complexe. Et la première question, je dirais le premier axe de cette complexité, c'est le lexique qui est utilisé. Et vous avez parlé d'appel d'air, Nora, et c'est très intéressant parce que c'est un terme qu'on entend régulièrement, la question de l'appel d'air. C'est-à-dire que on a beaucoup entendu, oui, si on sauve les gens en Méditerranée, ça va faire un appel d'air. S'ils passent en Angleterre, ça va faire un appel d'air. Si l'Allemagne ouvre ses frontières, ça va faire un appel d'air. Et moi, je suis toujours assez étonnée, justement, rien que de ce terme appel d'air, parce qu'on a l'impression que ici ce serait un vide sidéral, et dès qu'on ouvre, c'est comme il y a une dépressurisation, et puis voilà, les gens vont s'engouffrer, alors qu'on oublie une seule chose, c'est que si les gens viennent, c'est pas parce que justement il y a un vide ici, il y a une dépressurisation, mais c'est bien parce que ils sont obligés de quitter là où ils sont. Et la seule chose que cela change, c'est que ça leur ouvre des nouvelles routes, ou en tout cas des nouvelles perspectives, parce que finalement un des autres je dirais domaines au niveau du lexique qui a beaucoup évolué, lui par contre, c'est la question au niveau des définitions. C'est vrai que dans les années 2000, on a beaucoup entendu parler des clandestins, alors, ou des sans-papiers, ce qui n'était pas sans-papiers en fait. Ils étaient sans autorisation de résider sur le territoire, mais ils avaient des papiers. Et on voit à chaque fois comment d'ailleurs on détourne les mots de leur sens. Ils ne sont pas irréguliers, ils ne sont pas en situation irrégulière, ce n'est pas eux qui sont irréguliers. En plus, à chaque fois, il y a des amalgames. Mais on était beaucoup dans le migrant, celui qui arrivait en cachette parce qu'il allait... D'abord, c'était pour prendre les emplois, mais après, ça a été surtout pour bénéficier de la sécurité sociale et des aides sociales. Là aussi, on voit comment à chaque fois, on fait dériver le vocabulaire. Ils allaient prendre notre travail et puis maintenant, ils viennent comme des parasites. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup, même si j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs pour Michel Rocard, et que effectivement, quand il a dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on peut en prendre notre part, pour moi, quelque part, c'est déjà choquant de dire que c'est la misère du monde que l'on prend. Pour moi, ce sont des êtres humains, et dire que ces êtres humains sont la misère, comme si finalement, eh bien, ils allaient nous apporter de la pauvreté, des maladies, etc. Alors que ce sont des êtres humains avec des qualités, avec des choses qu'ils sont là pour partager avec nous, etc. Et c'est pas la misère qu'ils apportent. Alors, au contraire, si on parle de diversité, on a plutôt tendance à dire que c'est une richesse. Donc voilà. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de termes qui sont utilisés, et on voit bien que cet étranger a été pointé du doigt. Sauf qu'effectivement, pendant un certain nombre d'années, on mettait
en fait, il y avait ces migrants qui venaient plutôt d'Afrique de l'Ouest chercher du travail et autres. Et finalement, les demandeurs d'asile, les réfugiés, on en parlait très peu. C'était quelque chose qui était plutôt admis. Là, je parle au niveau de la France. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1999, et là on revient à l'Europe, en 1999, quand il y a eu le sommet de Tampere, qui avait pour objectif justement d'essayer d'harmoniser les pratiques de l'asile et de l'accueil des réfugiés en Europe, hein, puisqu'il y avait ces pays d'Europe centrale qui a été intégrés avec une vision de l'asile et des réfugiés qui était quand même pas tout à fait la même que celle de l'Europe plutôt de l'Ouest. Eh bien, là, on avait dit, bon, ben, on va harmoniser. Et au niveau de la France, on parlait bien d'essayer d'avoir les standards les plus élevés, c'est-à-dire de porter vers le haut justement toutes les politiques d'asile plutôt que d'aller vers le bas. Puis au final, on a vu que petit à petit, ça s'est érodé avec justement en parallèle les discours populistes. Alors, et d'ailleurs, ces 4-5 dernières années, on a assisté d'ailleurs à un revirement même du discours au niveau des réfugiés, à savoir que tout d'un coup, on a commencé à nous expliquer que les gens qui venaient demander l'asile, ces réfugiés, finalement, ça commençait à être des migrants économiques déguisés. C'est-à-dire que comme ils ne pouvaient pas rentrer en tant que migrants, ils se déguisaient en réfugiés et ils inventaient le fait qu'ils avaient droit à l'asile. Pour bien comprendre, et là aussi au niveau des politiques, souvent ils sortent complètement de la notion de réfugié. Réfugié, c'est la personne à qui on doit protection parce que sa vie est menacée. Alors, effectivement, pendant la guerre froide, et puis pendant les dictatures sud-américaines, on commémorera l'année prochaine le 40e anniversaire du coup d'État en Argentine. Donc, c'était des réfugiés politiques, souvent qui s'opposaient à des régimes opposés, à des dictatures, etc. Donc, entre guillemets, presque des réfugiés nobles. Hein, voilà, c'était des gens qui étaient plutôt des intellectuels et autres. Et puis après, on a commencé à voir arriver d'autres types de réfugiés, et de plus en plus pour des gens qui sont persécutés pour des questions ethniques, pour des questions religieuses, pour des questions de conflit. Mais il y a également en raison de l'orientation sexuelle, les jeunes femmes qu'on veut marier de force ou qu'on veut mutiler, etc. Donc ça s'est quand même extrêmement diversifié. Et après la chute du mur de Berlin, en plus, on a vu tant que le mur de Berlin était là, ceux qui venaient de l'Est, ils étaient bienvenus à bras ouverts parce que ils fuyaient le communisme, l'ennemi commun. Du jour où le mur de Berlin est tombé, ceux qui arrivaient, notamment après, qui ont commencé à arriver de Tchétchénie et autres, on en voulait un peu moins. De même que les Albanais, les Kosovars, etc. Ceux-là, ils étaient déjà moins bienvenus. Donc, et donc ces derniers temps, on nous a dit, voilà, ils sont déguisés. C'est pas des vrais réfugiés, ce sont des migrants économiques, mais qui veulent tricher. Et d'ailleurs, la loi qui a été adoptée cette année, on a eu plein de lois sur l'immigration, les lois sur l'asile, l'immigration, les réfugiés, etc. C'est un peu comme les lois sur la sécurité en France. Il y en a régulièrement de nouvelles avec des ajouts. On s'y perd un peu tous d'ailleurs, mais il y en a toujours. Là, cette année, eh bien, on s'est aperçu, certes, on nous a dit que c'était pour raccourcir les délais, ce qui est une bonne chose parce que les délais sont extrêmement longs et on connaît la précarité des personnes qui sont en attente puisqu'elles ne peuvent pas travailler, et puis on sait les carences en logement, etc. Mais au-delà de la question du délai, il est clair aussi que l'objectif, c'était de démasquer ceux qui seraient économiques. Et donc, on a inversé un peu la tendance, un peu l'approche, c'est-à-dire que on n'est pas dans, on veut démontrer que la personne, voilà, elle doit apporter la preuve que sa vie est menacée. Maintenant, elle doit pratiquement apporter la preuve que c'est pas un migrant économique déguisé. Et donc, il y a un changement de regard qui s'est fait par rapport à ça. Alors, il me reste combien de temps ? 3 minutes, 5 minutes, je sais pas, j'ai pas compté ça. D'accord. Donc ça, c'est au niveau français. Au niveau français, ce qui est très important, c'est que on a les chiffres, c'était extraordinaire comment ils sont manipulés. Là, il y a une manipulation, mais ce qui est important de dire ici, c'est que
globalement, il y a 20% des demandeurs d'asile qui obtiennent le statut, à peu près environ 14-15 000 personnes. Ce chiffre est à peu près stable, voire légèrement en baisse, ce qui fait que si en quantité, la France, il y a quelques années, je dis bien en quantité parce que par rapport proportionnellement à la population, c'est différent. On était dans les 2-3 premiers. Aujourd'hui, on est à la 10e place par rapport justement à l'accueil de réfugiés. Donc, c'est à peu près stable. Par contre, quand on dit que c'est à peu près stable, on nous dit oui, mais tous les autres qui sont déboutés, ils partent dans la nature, ils ne sont pas renvoyés, etc. Et cette information est fausse. Cela vient effectivement d'un rapport de la Cour des comptes qui disait qu'il ne pouvait pas retracer. Mais le fait que la Cour des comptes ne peut pas retracer ne veut pas dire que les gens disparaissent dans la nature. Effectivement, il y a des gens qui font appel, il y a des gens qui font appel à d'autres procédures comme les visas humanitaires parce qu'ils sont malades, il y a des gens qui partent dans d'autres pays, il y a des personnes qui obtiennent des visas de travail et donc tout d'un coup ça devient, oui on leur donne pas mais ils restent quand même donc c'est mal fait. Donc on voit bien toute l'instrumentalisation qu'il peut y avoir derrière. Et à cela s'ajoute, et c'est là où c'est assez la complexité, c'est que au niveau européen, pendant ce temps-là, on a vu qu'il y a eu un durcissement qui s'est accéléré. Et il s'est accéléré depuis notamment 2011 et les printemps arabes. Et ce durcissement, c'est ce qui nous a fait, nous, lancer une campagne il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle SOS Europe, dans laquelle on dit il faut protéger les vies et pas les frontières, parce que c'est vrai que avec l'émanation de Frontex, avec de cette confusion entre immigration justement économique de personnes qui sont en situation irrégulière, etc., et réfugiés, est née la nécessité, entre guillemets, qui aujourd'hui apparaît très fortement, de protéger les frontières pour empêcher l'invasion. Et d'un autre côté, à partir de là, y a cette notion, et c'est ce qu'on voit depuis, pour moi, c'est vraiment depuis le naufrage qui, en octobre 2013, donc il y a 2 ans, a suscité autant d'émotions, où il y a des centaines de migrants qui se sont noyés à Lampedusa. Régulièrement, on voit l'Union européenne qui, de fait de l'émotion, de la reprise dans les médias, etc., on voit l'Union européenne avec tous ces chefs d'État qui, oh, mon Dieu, c'est terrible, et les nôtres les premiers d'ailleurs, on va faire quelque chose, et puis derrière, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on arrive au sommet ou un conseil des ministres de l'Intérieur ou autre, et puis rien. Par contre, il faut renforcer la protection des frontières. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv. Aujourd'hui, on vient de nous rajouter, hier c'était, maintenant on va fixer les réfugiés là où ils sont. Ah, ça c'est bien, d'accord. Mais on pourra revenir dessus parce que voilà. Mais ce qui fait que il y a une chose qui est évidente, c'est que, et je terminerai là-dessus, au niveau de l'Union européenne, les États n'ont pas réussi à s'accorder malgré la volonté de l'Union européenne elle-même. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le discours de Jean-Claude Juncker qui a rappelé quand même certains fondamentaux au niveau pas seulement des valeurs, mais aussi au niveau de l'histoire et au niveau de ce que l'Europe devait faire, même si pour nous c'est largement insuffisant, mais au moins il a rappelé ça. Derrière, c'est pas suivi. Au niveau des États, on le voit bien, même la France qui a un discours, mais qui fait un peu le contraire. Et ce que l'on voit, c'est que d'un côté, effectivement, il y a une crise mondiale au niveau des réfugiés. Pendant des années, on était aux alentours de 15 millions de réfugiés. Il y avait un conflit, il y en avait qui partaient, ils rentraient chez eux, mais on restait toujours autour de 15 millions. Depuis 3 ans, là, on voit bien avec ce qui s'est passé en Syrie, avec le nord de l'Irak, avec la Libye l'année dernière, et cette deuxième guerre dont on parle peu, avec tout ce qui se passe, avec l'Érythrée, le Soudan, parce qu'il faut rajouter, on est passé pratiquement à 20 millions. D'accord ? Dans le même temps, l'Europe ne s'est pas préparée, mais l'Europe savait. C'est-à-dire, elle savait ce qui se passait en Syrie, elle savait ce qui se passait en Turquie, en Jordanie et au Liban. Rien n'a été anticipé parce qu'il y a un manque de courage politique énorme. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où finalement, la question peut se poser, et pour moi, c'est vraiment la question majeure de ce qui ressort de la gestion qu'on a de la question des réfugiés aujourd'hui, ça relève
des conventions de Genève, ça relève du statut de réfugié, ça relève des droits universels. Et donc la question, c'est est-ce que pour les membres de l'Union européenne, la question de l'universalité des droits, l'universalité des conventions est quelque chose aujourd'hui qui s'applique toujours, ou est-ce qu'on est en train de rentrer dans un relativisme culturel? Les conventions, les traités des droits humains s'appliquent en Europe aux Européens, et pour le reste du monde, on verra ce qui va se passer. Bah écoutez Pascal, vous allez devoir répondre. Et ben voilà une bonne question. Hein, après tout, est-ce que le mort-kilomètre, le syndrome du mort-kilomètre finalement fait que la valeur d'un Européen est plus importante que celle d'un Érythréen, d'un Syrien, d'un Libyen? Et là, on l'a bien vu avec la photo du petit Aylan qui a, comme vous le disiez, cette fameuse ce naufrage de 2013, octobre 2013, je me souviens d'une photo absolument incroyable de José Manuel Barroso, qui est l'ancien président de la Commission européenne, qui était là devant 380 cercueils. Hein. La photo, enfin, les images étaient monstrueuses. On s'est dépêché de réunir encore des réunions. On est très doué pour réunir des réunions. Et finalement, derrière, il n'y a pas eu grand-chose. Là, il a fallu qu'on ait cette photo d'Hélène, donc on est encore là dans l'émotion. Alors, que fait l'Europe? Merci Nora, d'abord. Merci de m'avoir invité sur un sujet qui est évidemment un sujet majeur, sur lequel l'Europe, effectivement, a la capacité d'agir. Hein, la possibilité existe. C'est-à-dire que si on est dans une démarche spinozienne, justement, on a la capacité de faire. Donc, et là, on va rentrer dans une autre question qui est effectivement la question morale. C'est-à-dire que quand on a la capacité de faire et qu'on ne fait pas, il faut effectivement se poser la question de savoir pourquoi on ne fait pas. Alors, je vais te répondre directement, Nora, tu me connais, je ne fais pas dans la langue de bois. Je pense qu'effectivement, il y a sur cette planète des gens de différentes catégories. C'est-à-dire que, bien sûr, que la mort d'un Érythréen, la mort d'un Irakien, la mort d'un Syrien n'est pas la mort d'un occidental. Mais je vais même dire pur, ça n'est même pas la mort d'un Vietnamien ou d'un Cambodgien. Parce que je rappelle quand même que en 1979, c'était en gros sur la période de l'arrivée des régimes communistes sur l'ensemble du Vietnam et du Cambodge, la France a su accueillir entre 120 et 150 000 personnes. Et elle les a accueillis en fanfare et en trompette à l'époque, en disant que les Asiatiques allaient s'intégrer, que c'était des gens travailleurs, que évidemment il n'y aurait pas de difficultés et que la France s'honorait d'être la patrie des droits de l'homme. À l'époque, pour les Asiatiques, on s'honorait d'être la patrie des droits de l'homme. Et ben là, pour les Syriens, on s'honore juste d'être la patrie des gardes-chiournes, c'est-à-dire qu'on a fermé nos frontières. On a fait quelque chose, d'ailleurs, moi je serais plus dur que toi, Geneviève, quand tu dis il y a un discours politique français et puis il y a des actes qui ne suivent pas. J'aimerais que tu aies raison. Je pense qu'il y a un double discours. C'est encore pire. Moi, je me souviens quand même, comme vous toutes et tous, il y a 4 mois, quand l'Europe, parce qu'on va parler de ce qu'a fait l'Europe, quand la Commission européenne, à la suite du Parlement européen, a dit ça suffit, le HCR nous a demandé, ce qui était à l'époque dérisoire, de pouvoir répartir 40 000 personnes. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais enfin, s'il y a des chiffres qui sont quand même bons à rappeler, l'Union européenne, c'est 500 millions de personnes et c'est 20% du PIB mondial. Nous sommes le continent européen et la puissance économique la plus forte du monde, devant les États-Unis, devant la Chine, devant tout le monde. La zone la plus riche du monde, c'est l'Union européenne. 500 millions d'habitants, 20% du PIB. Et l'incapacité d'accueillir, à l'époque, 20 000 personnes. Mais d'accueillir ces personnes, c'est qui? Parce qu'il faut savoir de qui on parle. D'abord, et tu l'as dit Geneviève, il ne faut jamais l'oublier, on parle d'êtres humains. On parle d'hommes, de femmes, d'enfants, on parle d'êtres humains. On n'est pas en train de parler d'une entité, de règles, ni de quoi que ce soit, on parle de personnes. Et on parle de personnes qui sont, et tu l'as dit et je le répète, qui sont protégées par un statut international. C'est le statut des réfugiés, c'est la Convention de Genève. On n'est pas dans une zone de non-droit, on n'est pas, et là il y a une confusion volontaire qui a été entretenue notamment par la classe politique française, d'essayer de mélanger le terme migrant et le terme réfugié. Parce que réfugié, ça leur fait mal.
Ça leur fait mal parce que réfugié, c'est défini juridiquement. Et que la France, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne, est signataire de la Convention de Genève et donc a l'obligation de recueillir et de protéger ces personnes qui sont, tu l'as dit, en danger de mort. Il y a des conditions sur les droits d'asile, il y a des lois, nous les avons signées, donc nous sommes normalement dans un état de droit et il appartenait à la France, comme aux autres pays européens, de respecter ces conventions. Et donc, là où j'en veux, moi, à la France, c'est que ça fait des mois, et on l'avait d'ailleurs dénoncé, et je vous assure que les larmes nous venaient aux yeux, et c'était pas une image, c'était une réalité. Toutes les réunions des plénières, des séances plénières, parce que normalement on travaille à Bruxelles, on est à Bruxelles, contrairement à ce que beaucoup de gens croient en France, le Parlement européen n'est à Strasbourg que 4 jours par mois, et encore, à 3 jours et demi, tout le reste du temps, c'est à Bruxelles. C'est vrai qu'on n'y croise pas beaucoup les Français, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ils ne sont pas élus pour travailler, ils sont élus parce qu'ils ne savaient pas les... Bon, bref. Mais donc, oui, mais ça entraîne aussi le fait que la France n'a pas une voix forte en Europe. Parce que si on arrêtait de recycler les ministres qui ont été battus, les députés qui en ont rien à faire, ceux qui ont déjà 8 mandats ou ceux qui sont pas loin, et pardonnez-moi, de la retraite quand ils ne sont pas déjà dedans, donc ces gens-là, effectivement, ne travaillent pas. Et à partir du moment où vous ne travaillez pas face sans entrer dans la démagogie, mais face à des Allemands, face à des Suédois, face à un certain nombre de gens pour qui le mandat européen est un vrai mandat, et un mandat unique en plus, et qui plus est parle couramment anglais, qui devient la langue quasi obligatoire et officielle, et bien ces gens-là sont en permanence dans les groupes de travail. Donc c'est une parenthèse, mais je tiens quand même à le dire parce que ça fait aussi reculer les conceptions que peuvent avoir les Françaises et les Français au niveau européen. Quand on dit tout le temps oui, mais l'Europe, oui, mais l'Europe, c'est une patrie commune. Donc ça se travaille. Fin de la parenthèse. Mais juste pour dire que quand donc au Parlement européen, on commençait toutes nos sessions à Strasbourg par une minute de silence et par un discours extrêmement fort de Martin Schulz, donc son président, pour dire on ne peut pas laisser mourir les gens en Méditerranée, etc. Et jusqu'à un point où on n'en pouvait plus, nous. On n'en pouvait plus et on disait mais on va pas quand même à chaque fois faire une minute de silence pour que rien ne se passe derrière. C'était insupportable. La Commission européenne, M. Juncker, M. Timmermans sont venus au Parlement européen en audience solennelle et ils ont pris pour la première fois depuis le début de la mandature une position extrêmement forte en disant l'Europe n'a pas le droit de ne pas être au rendez-vous devant ce défi de l'histoire. Elle n'a pas le droit de ne pas y être. Et à ce moment-là, et c'est là où ça s'est passé, quand l'Europe a dit on nous demande d'accueillir 40 000 personnes. Nous ne pouvons pas laisser peser uniquement sur la Grèce et l'Italie, puisqu'avec le principe de Schengen et Dublin, ce sont les États qui accueillent qui doivent gérer entre guillemets, donc les demandes d'asile, etc. C'est insupportable évidemment pour eux, ils n'ont pas les structures et ils n'ont pas les moyens de le faire, les moyens financiers et les moyens humains. Et donc la Commission a dit répartissons, on parle de 40 000 personnes, dont 20 000 étaient déjà plus ou moins en situation d'être accueillis. Et bien à ce moment-là, moi j'oublie pas ce qu'a fait M. Manuel Valls, Premier ministre de la France. Il s'est déplacé avec M. Cazeneuve à Menton. Et il s'est déplacé avec qui à Menton? Avec M. Estrosi, député maire UMP de Nice. Enfin, les Républicains, pardon. Enfin, encore que j'aimerais qu'on me définisse là ce que veut dire le mot les Républicains face à cette situation-là. Mais ça encore après, je vais polémiquer, donc je ne vais pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Valls? C'est pas un hasard s'il allait chercher en plus une des personnes les plus à droite de la droite. C'est qu'il voulait montrer qu'il y avait une union nationale pour rentrer dans le débat le plus démagogique, le plus populiste, le plus dégueulasse qu'on puisse trouver à ce moment-là, qui est de dire la France ne se laissera pas se soumettre à un diktat de Bruxelles. Et il a utilisé le thème diktat. C'est-à-dire que ces mots-là sont les mots du Front National. Ce sont les mots du Front National. Diktat de Bruxelles, alors que Bruxelles, entre guillemets, c'est des êtres humains et des institutions, et en l'occurrence des institutions qui demandaient le respect des règles de droit. Et c'est quand même stupéfiant qu'un Premier ministre, je n'ose dire le mot socialiste, qu'un Premier ministre se mette dans une logique de « nous allons faire une unité nationale contre Bruxelles ». Ça, c'est la première réaction de Manuel Valls. Pardon, je ne vais pas être trop long, après mais parce qu'il faut replacer le contexte, parce que c'est comme ça aussi qu'on n'accueille pas les gens, c'est comme ça qu'on manipule l'information, c'est comme ça qu'on explique qu'effectivement ce sont entre guillemets une misère
alors qu'on aurait pu présenter, et on va le voir, le présenter comme une richesse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jean-Claude Juncker, alors on l'a dit, il y a certainement aussi le fond chrétien dans cette histoire. Eh bien tant mieux. Eh bien tant mieux. Si effectivement ça ramène, et si on doit passer par les religions pour remettre un peu d'humanisme dans cette société et dans un monde qui est un monde où tout est en train de se déliter et toutes nos valeurs sont en train de se perdre, tant mieux. Personnellement, ça me fait mal. Parce que pour moi, les valeurs, encore une fois, humanistes, sont des valeurs éminemment laïques et éminemment républicaines au sens noble. Mais bon, si on doit passer par là, je préfère qu'on passe par les églises plutôt que par rien. Donc, en l'occurrence, Juncker, il a fait. Et il a su parler au cœur, visiblement, de Madame Angela Merkel. Et là, on a vu basculer quelque chose. C'est-à-dire qu'on a vu, justement, que l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, peut être humaine. Les Allemands ont accueilli de manière positive ces réfugiés qui arrivaient et ils leur ont dit « bienvenue ». Mais ça change tout. Mais ça change tout, parce que quand vous arrivez, que vous avez fait des milliers de kilomètres, que vous fuyez la guerre, que vous avez pour une part abandonné la terre où vos parents sont enterrés, parfois vos enfants, votre famille, votre travail, votre vie, et ben d'arriver et d'être traité comme un voyou, comme quelqu'un qui vient vous voler votre pain ou votre nourriture ou je ne sais quoi, ou être traité comme quelqu'un, on dit « oui, tu as souffert », eh bien bienvenue, on va essayer de t'aider. Ça va certainement pas être facile parce qu'il faut pas non plus, c'est pas évident de pouvoir intégrer des personnes qui souvent ne parlent pas la langue, etc. C'est du travail, c'est du boulot, mais c'est une volonté politique. Mais quand vous êtes accueilli avec le mot bienvenue, c'est quand même pas la même chose que quand vous êtes accueilli par des fils de fer barbelés ou par des flics qui vous tirent dessus comme maintenant, comme en Hongrie. Donc, elle a fait, Angela Merkel, ce que, j'allais dire, le cœur européen eût dû faire, avec en plus les lois. Et ce qui s'est passé là, et c'est là où ça devient quand même assez surréaliste, c'est que là, on a eu un revirement à 180 degrés de Manuel Valls, qui là s'est souvenu qu'il était du même pays et de la même patrie que Jaurès et du même parti, et qui a retrouvé les accents, les vrais accents d'un humanisme socialiste, en expliquant que, évidemment, ces gens-là, souffrance, etc. Tant mieux. Là aussi, tant mieux. Mais comment voulez-vous qu'après 4 mois de matraquage, dans les médias, dans tout où on nous explique que toute la misère du monde va nous arriver, va nous tomber dessus, comment voulez-vous effectivement qu'après ça se passe de manière positive et de manière dynamique? Donc il y a une responsabilité majeure, je dis bien une responsabilité majeure des États. Et moi je voudrais dire, je ne suis pas, et tu me connais, je veux dire, je ne suis pas un propagandiste de l'Europe, je ne suis pas un Européen. Je suis un Européen convaincu, j'ai toujours défendu l'échelon européen et je continuerai à le faire, mais pas de manière, j'allais dire... pour quelque chose qui est en soi merveilleux. Non, c'est une nécessité de réussir l'Europe. Mais là, je trouve que l'Europe a joué son rôle, justement. Que la Commission européenne a fait son job. Que le Parlement européen a fait son job. Et ceux qui ont bloqué, ce sont les États. Et on le voit encore maintenant. Il y a eu une réunion, et tu vas nous en parler, puisque tu n'es pas que Madame Loyal, tu es aussi témoin et journaliste. Donc tu as vu hier le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est les chefs d'État, puisque l'Union européenne, c'est un trépied. La Commission, le Parlement, qui est élu, c'est l'instance élue, et le Conseil, en général des chefs d'État, souvent des ministres concernés. Et souvent les décisions, c'est le Conseil et le Parlement européen, sauf que la Commission, elle initie, la Commission prend des directives, mais elle n'a pas la capacité de les faire adopter, il faut que ça passe par le Conseil et par le Parlement. L'argent, c'est le Conseil européen. Et le Conseil européen bloque. Il bloque parce que les États bloquent. Alors l'Angleterre, c'est connu, évidemment. La Hongrie, maintenant, on est dans une situation absolument dramatique en Hongrie. On en a d'autres. On a la Slovaquie qui dit qu'on va accueillir que les chrétiens. Etc., etc. Je préfère même pas entrer dans ce débat-là. Voilà. Donc la situation, c'est qu'en Europe, ça va mal. Ça va mal parce que les États ne veulent pas jouer leur rôle, au moins pour partie. Après, la dernière chose, c'est que si ça va mal, il faut aussi se poser les raisons en amont. Il y a toujours aussi des sujets en amont. Bien sûr, les guerres ont augmenté, les conditions en Syrie, en Irak et dans ces pays pour lesquels nous avons quand même, là aussi, il ne faudrait peut-être pas l'oublier, notre part de responsabilité, parce qu'ils ne se sont pas mis en guerre tout seuls. Bon. Donc, bon, on n'a plus financé. Et c'est Mme Mogherini, commissaire européenne, qui l'a dit ce matin, je crois, je ne sais plus si c'est hier ou ce matin. Elle a dit, mais vous savez, le problème de l'afflux, du nouvel afflux des réfugiés, parce qu'en gros, on a
multiplié par 2, ça aussi c'est une réalité, hein, à peu près, entre 2014 et 2015. L'afflux des réfugiés, il est directement lié au fait que l'Union européenne n'a plus financé les camps. Et que le Liban se retrouve avec plus d'1 million de personnes, parce que nous on est 500 millions, on n'arrive pas à en gérer 20 000, mais alors eux, ils doivent en gérer, c'était un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Tunisie avec la Libye, ou la Tunisie qui est un tout petit pays, je crois 6 millions d'habitants, quelque chose comme ça, elle a dû gérer quasiment 1 million Ça représente un quart de sa population. Voilà. Et en plus, on n'a plus financé. Et on a arrêté les financements, en tout cas l'augmentation des financements. Et donc c'est ça la réalité de l'Union européenne, c'est-à-dire que tous les budgets, que ce soit les budgets d'aide au développement, que ce soit les budgets d'aide aux réfugiés, que ce soit les budgets d'aide alimentaire, sont des budgets qui ont été figés, qui ont été parmi les premiers budgets, comme toujours, hein, quand on est en période de baisse des budgets, les dotations sur le développement, sur l'aide humanitaire, etc. sont les premiers budgets. C'est un peu comme l'aide aux assos dans les villes. Hein. Quand on commence à taper les budgets, vous êtes sûr que les assos, ça prend. Là, c'est le plus facile. C'est le plus facile. Donc, on a baissé les budgets, on n'a pas aidé. Et effectivement, il y a derrière une situation dramatique à gérer. Voilà, donc après je répondrai un peu plus aux questions. Pardon de ne pas avoir fait un tableau, j'allais dire, très, très brillant de l'Europe. Je tiens quand même à dire que la capacité qu'a l'Europe à transformer, c'est-à-dire la même capacité qu'elle a à refuser, peut se transformer en énergie positive. L'Allemagne, l'Autriche l'ont démontré. Donc je ne suis pas pessimiste sur notre capacité, je répète, à faire. L'argent on l'a. L'argent on l'a, il faut arrêter. Hein. On parle d'1 milliard globalement, c'est ce que les États viennent de s'engager à donner. Il faut savoir que l'aide de l'Allemagne et l'aide de la Grande-Bretagne, tu as dit tout à l'heure que la France était au 4e, au 5e rang. Voilà, si on cumule sur les 5 dernières années, sur l'aide aux réfugiés et l'aide alimentaire, la France est au 22e rang. 22e rang. Ça, ce sont les chiffres que moi j'ai reçus hier. Donc sur le cumul des 5 dernières années. 22e rang. Donc on voit qu'on peut faire beaucoup mieux. Après, j'imagine qu'on rentrera un peu plus dans le détail. Mais la question financière et la question de l'égoïsme des États sont les deux grosses clés pour résoudre la question. Alors, il y a une autre question, donc tu as bien rappelé l'égoïsme des États, la question financière, la question des valeurs, mais il y a aussi une question de scène nationale, c'est-à-dire qu'on évoquait la France, donc on sait les scores du Front National ici et la manière dont tout le champ politique a été déplacé vers la droite. On a la même chose en Angleterre avec les UKIP, qui sont l'équivalent de notre Front National, même si Nigel Farage, son leader, refuse de parler à Marine Le Pen, arguant qu'elle est antisémite. Mais effectivement. Alors, pour revenir sur ce qui s'est un petit peu passé hier, soyons clairs, hein, la position de la France a toujours oscillé depuis quelques mois sur les phrases de Bernard Cazeneuve. Responsabilité, solidarité, humanité, fermeté. Voilà, ça a été un triptyque, et puis depuis quelques temps, on a ce fermeté au milieu qui est l'idée. Aujourd'hui, n'est pas d'accueillir. Alors, je vous rappelle juste, l'Union européenne s'est quand même déchirée depuis le mois de mai pour se mettre d'accord pour une répartition équitable de 160 000 réfugiés, sachant qu'on en a, je crois, 4 fois plus déjà sur le territoire européen. J'ai plus les chiffres en tête, mais pour l'ordre d'idée, l'Allemagne s'attend à avoir 800 000 demandes d'asile juste sur 2015. En plus, il ne peut plus rester en France. Hein. Oui. Alors, oui, c'est ça. Alors ça, vous avez dû le voir, mais le président de l'OFPRA a été envoyé Manu Militari pour aller accueillir solidairement 1 millier en fait de réfugiés en Allemagne. Il en a trouvé 600. Les gens ne voulaient pas venir en France. Ouais. Donc voilà. Et ils repartent, effectivement, ils repartent. Mais donc voilà, donc on a réussi à se mettre d'accord au niveau européen, enfin au niveau des États, hein, pour se répartir 160 000 personnes sur 2 ans, ce qui est quand même pas grand-chose. Et sachant qu'on en a là d'ores et déjà beaucoup plus, l'idée aujourd'hui, c'est et c'est ce que vous disiez, Geneviève, tout à l'heure, c'est surtout, il faut qu'ils restent sur place. Et ça, les termes de François Hollande, mais repris par la plupart, voilà, fixés. Alors, on a l'idée du hotspot, qui est le nouveau terme à la mode. Le hotspot, c'est donc un centre de rétention
qui sera aussi un centre de tri, d'identification, d'enregistrement des empreintes digitales qui vont être installées donc aux frontières extérieures de l'Union. Mais l'idée, c'est qu'on va finalement presque donner la gestion de nos frontières extérieures à des pays qui sont en dehors, donc les Balkans, qu'on va payer pour ça, la Turquie. Il y a un sommet qui doit se tenir la semaine prochaine entre les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur, mais également les ministres des Balkans et turcs, pour faire en sorte on va vous donner ce que vous voulez, mais gérez-les chez vous. Et là, je vous fais entre les lignes, bien entendu, ce qu'on vous dira, c'est que, bien entendu, d'un point de vue humanitaire, il est plus logique qu'ils soient pris en charge au plus près de leurs frontières, de telle sorte à ce qu'ils soient en capacité de retourner dans leur pays une fois que la crise sera gérée. Voilà. Et ça, ce sont donc les termes de François Hollande hier soir, enfin cette nuit, il était 2h du matin lors de sa conférence de presse, qui, pour le coup, alors que Jean-Claude Juncker, il y a 2 semaines, lors du discours sur l'état de l'Union qu'il a fait, demandait de mettre en place un mécanisme permanent de relocalisation et de distribution solidaire, en fait, de répartition solidaire des réfugiés. Voilà, ça a été fin de non-recevoir. Hein. 40 minutes quasiment sur les réfugiés. Ouais, 40 minutes, ouais, exactement. Mais bon, moi je voulais du coup, bien entendu, si vous avez d'ores et déjà des questions, on peut démarrer par un feu roulant de questions. Moi ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on en prenne quelques-unes et puis que vous répondiez au fur et à mesure. Madame. Alors, il y a un micro qui arrive derrière vous. Je voulais dire que dans vos discours, il semble qu'il y ait un consensus sur le fait que les réfugiés, il n'y a aucun souci et on devrait les accueillir. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même pire. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un migrant économique et un réfugié? Est-ce qu'on ne devrait pas remettre en cause précisément le statut, enfin la définition, pas le statut, mais la définition du réfugié? Comment on va gérer les migrants environnementaux, donc on va bien parler avec la COP21. Voilà, on ne peut pas ne parler que des réfugiés. Certes, on ne peut pas parler que des réfugiés, mais il faut déjà s'occuper des réfugiés. Et on est tout à fait d'accord. Mais si aujourd'hui on part dans ce genre on est tout à fait d'accord et d'ailleurs Jean-Claude Juncker a parlé aussi des migrants, mais il y a déjà une urgence humanitaire aujourd'hui et on voit bien que celle-là déjà il faut la traiter. Aujourd'hui, c'est ce que voudrait. Quand le gouvernement a travaillé sur sa nouvelle loi asile, etc., quelque part, c'est ce qu'il voudrait faire. Et quelque part, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Parce que ce qu'il faut voir, et ce qu'on oublie, et vraiment on l'oublie, aujourd'hui, l'Union européenne se construit comme une forteresse, d'accord? Et chaque État oublie qu'il a, lui, un devoir d'accueil des réfugiés. Aucun État, d'accord, au regard des conventions qu'il a signées, ratifiées, ne peut refouler. Ne pas accepter un réfugié qui arrive sur votre sol, c'est ce qu'on a et le repousser, c'est ce qu'on appelle du refoulement, d'accord? C'est interdit par le droit international. Et donc déjà ça, on n'arrive pas à le faire respecter. Et c'est pas en situation de crise qu'on va régler la question de la définition et qu'est-ce qui se passe avec les migrants, est-ce qu'on étend ou pas? Parce que déjà nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre problème, c'est que chaque fois qu'il y a de l'émotion et qu'on nous annonce, on va prendre 10 000, on va en prendre 500. La première fois, hein, quand il y a eu le naufrage de Lampedusa, nous avions interpellé toute la société civile, on avait interpellé Monsieur Hollande. À l'époque, le HCR et demandé, effectivement, c'était, je crois, 40 000 personnes, hein, c'est ce que tu disais, en réinstallation. La France, le cœur sur la main, a offert 500 places. D'accord. Aujourd'hui, le HCR dit j'ai 1 100 000 personnes à réinstaller d'urgence sur les 2 ans à venir. C'est pas 40 000, c'est 1 100 000. Si on regarde par rapport à la taille, par rapport au PIB, etc., l'Europe, d'accord, devrait en accueillir au minimum 300 000. Mais de ces réinstallés, il y a aussi ceux qui arrivent par leurs propres moyens. Il y a également les autres. Et là, peut-être, je vous coupe à l'instant. Il y a 2 systèmes. Il y a la réinstallation qui, en fait, est aller chercher des gens dans les camps qui sont en Turquie, en Jordanie, au Liban, et les faire venir
en Europe pour les... Oui, c'est voilà, ceux qui sont identifiés comme, par voilà. le HCR comme étant plus particulièrement vulnérables. Et il y a... Parce que même dans les camps, il y a des gens qui sont menacés. Et il y a la relocation qui est Mais ça, ce sont ceux qui sont déjà en Europe. Et c'est ceux qui viennent donc par leurs propres moyens et qu'on se distribue ensuite via les mécanismes. Voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand François Hollande dit on va en prendre 500 pour la réinstallation, je ne sais plus, je crois qu'en France, on prend 1500 personnes par an en réinstallation pour le monde entier. Et ça veut dire que c'est pas en plus, c'est que déjà quand on dit qu'on va accepter des réfugiés qui viennent de Syrie ou d'Irak, l'inquiétude que nous avons à l'heure actuelle, c'est que du coup on n'en prenne pas d'autres. Déjà des réfugiés. En France, les derniers chiffres qu'on a, je crois que chaque année, il y a à peu près 125, 127 nationalités différentes de personnes qui demandent l'asile. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des Syriens, des Irakiens, etc. Mais il y a des Camerounais parce qu'ils sont homosexuels, il y a des jeunes filles maliennes parce que sinon, elles vont se faire exciser. Il y a des gens qui viennent de Russie, il y a des gens qui viennent de Chine, il y a des gens qui viennent de partout. Et donc, ça aussi, le problème c'est que déjà, il faudrait répondre à la crise, mais ça, c'est en plus du reste. Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que là, pour le coup, tous les États européens, et je dis bien au niveau des États, sauf Madame Merkel, et puis les pays nordiques quand même qui accueillent, etc. Non, oui. Voilà, oui, puis en plus Schengen, ils sont toujours sur assis sur une fesse. Mais bon, tous les pays ne se comportent pas de la même façon, mais beaucoup s'abritent derrière la question de l'Union européenne pour dire « Ah non, c'est collectif, nous, on ne fait plus de l'individuel ». Et ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup et chaque État oublie qu'il a, lui, ses propres responsabilités. Et d'ailleurs, on le voit bien même en termes d'admission et en termes d'attribution des visas en fonction des nationalités. Juste un chiffre et qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup le mot de érythréen dans la bouche, d'accord. Et là, je lisais, j'avais trouvé un chiffre. C'est au niveau européen pour les Érythréens, je crois que c'est quelque chose comme 70% d'admission quand ils font leur demande d'asile. La France, c'est un tiers, c'est 36% à peu près. C'est-à-dire que les taux d'admission, d'attribution de l'asile par la France en fonction des nationalités, eh bien, ils sont très variables. Alors, quand vous posiez la question aujourd'hui, comment on fait la différence, il est clair que, et ça, c'est le HCR, c'est y compris au niveau de l'OFPRA, au niveau de Frontex, etc. Il y a ce qu'on appelle les gens qui, déjà de par leur nationalité, d'accord, on fait pas tellement de recherche. Quand il y a un Syrien qui se présente et qui peut prouver qu'il est Syrien, on va pas lui demander qu'il prouve qu'il est persécuté dans son pays, c'est clair. C'est-à-dire que c'est même pas la peine, on sait très bien ce qui se passe, c'est une zone de guerre. Par contre, quelqu'un qui va venir, moi je sais pas, du Guatemala, eh bien on va davantage regarder le dossier pour voir s'il est effectivement en danger. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Mais voilà, maintenant, si on veut déjà pouvoir répondre à la crise actuelle, malheureusement, il faut regarder les conditions d'attribution d'asile et après on verra, en tout cas nous c'est notre position, après on verra les conditions de définition. Pardon, quelques chiffres pour compléter ce que tu as dit, que je partage totalement. La France, c'est 6 fois moins de demandeurs d'asile que l'Allemagne. Alors justement, donc ça c'est mon chiffre d'après, c'est-à-dire qu'en gros, d'après ça c'est les normes européennes, en gros nous on accorde le droit d'asile entre 20 et 25%. Là où l'Allemagne le donne à près de 50% et là où la Suède le donne à 78%. Donc on voit bien que nous on essaye de bloquer aussi au niveau de la demande d'asile, donc ça se sait bien sûr, et donc les gens demandent beaucoup moins l'asile. Mais simplement je voulais répondre, mais ça c'est juste pour donner quelques chiffres, mais enfin globalement on est extrêmement, la France est extrêmement en retard par rapport aux autres pays européens sur l'octroi. Mais moi je voudrais dire un mot sur la question des réfugiés climatiques et plus largement des migrants. Là on a effectivement un problème d'urgence.
Là où vous avez parfaitement raison, madame, mais j'allais dire c'est encore plus grave que ce que vous avez dit, c'est que quand on est en train de parler des réfugiés climatiques qui en l'état vont être des gens sans droit, puisque ça n'est pas une catégorie qui est reconnue à ce stade, et Dieu sait, je vais laisser Dieu de côté, mais que nous battons effectivement pour essayer de faire en sorte que la notion de réfugié climatique soit reconnue. Simplement, ces réfugiés climatiques, on les a déjà. Parce que contrairement à ce que tout le monde dit, la question du Rwanda, la question de la Sierra Leone, la question du Soudan et la question de la Syrie sont des conflits qui, pour une très grande part, sont liés à des questions climatiques. Ça a été la confrontation, non mais vous avez raison, c'est pour abonder dans votre sens, ça a été la confrontation notamment depuis des siècles, ça a été ça au Soudan, où on a eu des zones de pâturage qui ne sont plus des zones de pâturage possibles, tout simplement à cause de la désertification et du dérèglement et du réchauffement climatique, et donc des populations qui vivaient sur ces zones de pâturage depuis des siècles, parfois plus dans ces zones-là, sont remontés sur des zones agricoles et se sont retrouvés en conflit tout simplement parce qu'il fallait se nourrir et nourrir leurs troupeaux, et se sont retrouvés en conflit. La Syrie, c'est 4 ans de sécheresse avant le déclenchement de cette guerre qui est d'abord et avant tout une guerre civile. Bien sûr que Bachar al-Assad est un dictateur, mais là d'ailleurs ça prouve, il y a eu un débat hier, il y a encore un débat, je l'entendais avant de venir ici, entre Angela Merkel et François Hollande, ce qui prouve bien que l'Europe en tant que telle est inexistante sur la scène internationale. Ça parle d'un côté la voix allemande, de l'autre la voix française, de l'autre la voix anglaise. On a donc une difficulté là aussi à porter une parole commune et donc des réponses communes. Mais la question des réfugiés climatiques est liée directement à la question pour le moment des réfugiés de zones de guerre, parce que les guerres sont pour l'essentiel, et elles vont l'être de plus en plus malheureusement. Ça va être la guerre de l'eau, ça va être la guerre, toutes les ressources naturelles vont et en disant ça, j'ai pas envie de noircir le tableau d'une réalité, mais si on ne fait rien, c'est ce monde-là dans lequel nous allons, c'est un monde qui va être de plus en plus violent. Pardon, je vous coupe, mais ça veut dire que si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne revoit pas aussi la Convention de Genève, si on ne revoit pas les ça c'est textes. clair. Alors ça c'est, c'est pas le propos de ce soir, parce que là on a une réponse. Enfin, c'est pas le propos de ce soir. Le propos de ce soir, c'est déjà de répondre en urgence à une situation sur laquelle il y a des statuts qui ne sont pas respectés en l'état, ceux des réfugiés. Donc c'est déjà, mettons en œuvre les textes qui existent. Mais vous avez parfaitement raison, il faut le mener en parallèle. On n'arrête pas de le faire. On se bat pour ça. Bien sûr qu'il faut traiter ces questions-là. Peut-être monsieur, parce que madame a l'air très très énervée, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi tout. Je ne suis pas très énervée, mais par rapport à ce que vous venez de dire et dans la droite ligne de ce que je disais, madame, moi la question que je me pose, effectivement, on est dans une situation... Je pense que je les vois assez, porte assez, hein, mais bon, c'est pas grave. On va y aller, on va monter, alors allez-y. Non, mais ma question est la suivante. Vous avez rappelé les chiffres, et ils sont tout à fait exacts, parce qu'on reçoit ici en France très peu finalement de réfugiés au sens des lois qui existent ici. Je rappelle quand même que c'est, et vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est une des législations qui bouge le plus, entre 93, 98, je vous parle... Bon. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre que quand vous allez demander l'asile politique ou l'asile tout court, parce que c'est deux choses qui sont différentes d'ailleurs, hein, vous êtes réfugié politique. Quand vous êtes réfugié politique, il faut prouver, il faut quand même savoir ce que c'est. Hein. Vous allez devant, il faut prouver que l'État vous poursuit. Et sinon, si vous avez un autre statut, c'est l'asile tout court. Il faut quand même comprendre que quand on va en France à l'OFPRA, vous allez assister, il faut avoir une fois assisté à ça pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que vous avez des gens, là on parle de gens qui sont dans les bateaux, donc imaginez que c'est la charge de la preuve, c'est eux qui doivent la rapporter, qui sont poursuivis, soit par la politique, par le régime politique, soit pour une autre raison, et là c'est ce qu'on appelle l'asile tout court. Vous avez dit que tous les pays ne prennent pas autant de réfugiés, et vous me dites oui, c'est pas maintenant qu'il faut en parler. Mais si, c'est maintenant qu'il faut en parler, parce que non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que on est en Europe. On ne nous avait pas expliqué que l'Europe, c'était l'harmonisation quand même. Pourquoi aujourd'hui, le courage politique, vous avez raison, hein, le courage politique, c'était de dire, on a des conventions qui sont complètement obsolètes. Vous avez Dublin 2 et les hotspots dont on parle d'hier, c'est juste l'application de Dublin 2 en pire.
très clairement empire, parce que vous allez avoir des centres de rétention dans les pays, enfin c'est déjà les nôtres, c'est quand même un vrai souci, mais alors le reste, ça va être terrible. Et donc ma question est de savoir aux députés européens, et de savoir, est-ce que c'est complètement à côté de la plaque que de dire que si on fait une harmonisation, si on essaye au moins de faire une harmonisation sur l'ensemble des législations sur le droit d'asile, un peu partout. Déjà, on n'aura pas plus envie, effectivement, d'aller nécessairement en Allemagne, mais on pourrait peut-être aller en France, ailleurs. Voilà, si on a ça déjà, si on enlève Dublin 2, qui est complètement une aberration aujourd'hui, je veux dire, ça l'était peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, c'est complètement une aberration. Est-ce que si on met pas sur la table ça maintenant, c'est pas aussi une solution à long terme? Alors, le truc, c'est que c'est pas comme si c'était déjà sur la table depuis très longtemps. Oui, mais c'est tout le problème. Comme si... Bah oui, non, mais alors là, c'est clairement, on va retomber dans le même discours qu'on avait tout à l'heure, c'est que vous avez une volonté politique de la part de certains États de remettre en cause Dublin 2, de remettre sur la table toutes les conventions et de rebattre un petit peu les cartes. La Commission est plutôt pour. Le Parlement signe déjà des 4 mains s'il faut. Le problème, c'est encore une fois les États. Mais je vais laisser Pascal répondre. Oui, juste, d'abord, pour une part, votre discours, vous auriez dû, ou alors vous pouvez me remplacer, parce que c'est pour une part ce que j'ai dit dans le cadre de notre réunion de groupe des Verts sur l'harmonisation. Vous n'y étiez pas, mais je veux dire par là que je partage. Non, mais je partage tout à fait. Ce que j'ai dit, c'est qu'on est là dans une situation de toute façon d'échec au niveau européen, ne serait-ce que parce que pour la première fois, les Verts sont obligés de se battre pour qu'on ait des quotas par pays, c'est-à-dire des quotas impératifs. Donc on renationalise. La réalité, c'est que c'est le seul moyen de passer, parce que si là on répartit pas et on renationalise pas, eh bien on va rien résoudre à très court terme. Donc on est obligé, nous, de défendre quasiment une renationalisation de la question de l'accueil des réfugiés. Autant vous dire que c'est déjà compliqué. Nous nous battons pour un visa européen. Nous nous battons pour le fait qu'il n'y ait plus justement cette logique qui consiste à dire c'est le pays d'accueil qui doit, etc. De manière à ce que ça soit harmonisé au niveau européen, bien sûr. On ne peut pas continuer comme ça. C'est ce que nous portons depuis des années. Maintenant, madame, est-ce que c'est de ma faute? Oui, sûrement. Non, mais je vais vous dire, je vais finir. Est-ce que c'est de ma faute si les Français... Non, mais je voudrais terminer. Si les Français... Et je dis oui, je prends ma part de responsabilité. On n'a pas été assez bons, manifestement. Mais nous sommes 6 députés européens, français, au Parlement écologiste, à défendre ce que vous défendez globalement. On ne serait pas d'accord pour tout, mais là-dessus, on serait d'accord. Nous sommes 6. Il y a 23 députés du Front National. Ça, c'est la représentation française. C'est la démocratie. Nous sommes à 6 contre 23. Alors, on a beau faire du bruit, on a beau bosser, je vous garantis que c'est pas gagné d'avance. Est-ce que c'est de notre faute si en Angleterre, c'est UKIP, Farage et toute sa bande qui a récupéré l'équivalent de ce qu'a récupéré le Front National chez nous, c'est-à-dire la majorité des élus. Donc nous avons une situation aussi, il faut regarder la réalité en face. Ce que vous demandez sur le statut, sur les réfugiés, nous sommes archi minoritaires au Parlement européen. Et nous sommes dans une situation de combat, et j'aime pas le terme, parce que je suis plutôt un pacifiste, mais je vous assure que nous sommes dans une situation de combat. Nora le sait. Enfin, quand on essaye de défendre les valeurs européennes en ce moment, on se fait bâcher par tout le monde, y compris parfois par les grands groupes, et ça devient ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'accord entre les socialistes et la droite pour effectivement renationaliser la question des réfugiés. Y compris par vos propres capitales qui parfois sont pas du tout sur la même ligne parce qu'elles ne veulent pas le perdre de souveraineté. Alors, ce que je voulais quand même préciser qu'il y a 2 plans qui sont différents. Quand on parle de la question de la définition du statut de réfugié, ça c'est au plan international, ce sont les conventions de Genève. Quand on parle de l'harmonisation de la politique d'asile, ça c'est au niveau de l'Union européenne. Et si la redéfinition de qui pourrait avoir droit, climatique, pas climatique, etc., pour le moment, il nous semble que ce n'est pas l'urgence, que c'est vraiment la question de voir comment on gère la crise actuelle avec les réfugiés qu'il y a déjà. Par contre, la question de l'harmonisation au niveau européen est une urgence. Pourquoi elle est une urgence? Parce que tant qu'il n'y aura pas des politiques communes pour attribuer l'asile, on arrive à des disparités qui sont
très très importante au niveau de l'attribution du droit d'asile déjà, du traitement de la demande et de l'attribution. Tout à l'heure, je parlais des Érythréens et en fait, c'est encore pire que ce que je vous avais dit. J'ai retrouvé mes chiffres. Au niveau européen, 89% des Érythréens obtiennent l'asile. Pour une fois, au Danemark, c'est 93%. En France, c'est 26%. D'accord? Alors qu'on connaît la situation de l'Érythrée. Et qu'en parallèle, c'est là où c'est dramatique, hein, c'est cette question en France des ninis, hein, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas l'asile, mais en même temps, on ne peut pas les renvoyer parce qu'on connaît la situation, donc on les laisse dans un no man's land qui est absolument épouvantable. Et donc, cette question de l'harmonisation est majeure. Et tout à l'heure, je parlais de Tampere en 99, c'est là où il y avait eu une première volonté justement d'harmoniser, elle s'est soldée par un échec, parce que déjà les pays que l'on voit aujourd'hui qui refusent ne voulaient pas s'aligner, et qu'on a dit bon allez on va y aller tous, mais surtout on va forcer personne. Et ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui ce que l'on paye, c'est que il y a eu des crédits qui ont été donnés à la Grèce, à l'Italie, etc. Mais ce n'étaient pas des crédits pour améliorer leurs conditions d'accueil, pour améliorer leurs conditions de traitement des demandes. C'était c'est même pas des crédits, c'était de l'argent qui leur était donné pour construire des barrières et refouler les gens. Et donc, mais c'est ça, c'est-à-dire que depuis des années, on donne de l'argent aux pays limitrophes, non pas pour améliorer leurs capacités, pour améliorer justement, on n'aurait pas besoin des hotspots pour prendre les demandes si on avait donné cet argent à la Grèce pour qu'elle mette en place justement les bureaux nécessaires, les structures nécessaires. Non, on les a armés, on leur a fait construire des barrières, toujours des barrières, etc. Et c'est aujourd'hui cela qu'on paye. Et tant qu'on n'aura pas une politique harmonisée de l'asile au niveau européen, on pourra faire tout ce qu'on voudra, on est voué à l'échec parce que de toute façon, les gens ne voudront pas aller dans n'importe quel pays, ils iront là où ils ont une possibilité d'avoir un statut de réfugié. Sachant que pour compléter, pardon, hein, monsieur, je vous donne la parole sur la question de Frontex. Son mandat, alors maintenant, a été élargi au fait de venir en aide via Triton et Poséide, donc ils sont deux. Oui. Alors l'idée c'est de venir en aide aux bateaux, mais le mandat de Frontex c'est donc de renforcer les frontières extérieures, de sécuriser les frontières extérieures. Et là donc depuis quelques jours, depuis le conseil qui a eu lieu la semaine dernière, l'idée c'est que Frontex prenne aussi en charge désormais le retour à l'envoyeur. Voilà. Sachez-le, on va élargir le mandat de Frontex et du coup, il y a un sommet qui va se tenir avec l'Union africaine en novembre prochain. Pour faire en sorte de voir quels sont. Alors, il y a une liste des pays sûrs qui va être mise en œuvre. Alors, la Turquie, heureusement, on n'est toujours pas intégré dans la liste des pays sûrs. Mais il y a 2 semaines, il en était question. Les pays des Balkans vont intégrer cette liste des pays sûrs. Donc, voilà, la question va être de savoir quels sont ceux qui sont dignes de rester, quels sont ceux qu'on va être en capacité de renvoyer. Et de toute façon, on va être dans une forme de manichéisme absolu. Vous êtes malien, soudanais ou... Bon, on veut, voilà... Oui, non, Soudan, on les garde, mais selon... mais du coup, voilà, c'est là qu'on voit bien que la question de Frontex, en fait, qui est une agence à qui, effectivement, on n'a pas arrêté qu'on n'a pas arrêté de refinancer, on élargit son mandat et devient de facto, en fait, une garantie de sécurité sur les frontières extérieures. Et le cynisme, c'est que la Commission européenne hier a lancé des procédures d'infraction contre 19 pays sur justement des directives sur le droit d'asile qui ne sont pas bien appliquées et d'habitude ne les publicisent pas. Et là, se sont dit on va quand même faire pression. Mais sachant que dans l'autre sens, on ne leur a pas non plus demandé de manière très claire à ces pays-là de mettre en place ces directives, dont la France et l'Allemagne. Monsieur, je vous en prie. Donc, je voulais, on va parvenir les causes de la catastrophe là, depuis quelques mois maintenant, de ce qui arrive. On aurait pu, je crois, le prévoir. Il y a vraiment eu de la part de l'Europe de la lâcheté et de l'aveuglement. Ça, c'est la première chose. Donc, d'avoir évité ces arrivées massives. Ce que je voudrais dire, parce que nous on le vit tous les jours, je suis l'association Revivre, on s'occupe des réfugiés syriens. Il y a 2 heures, j'étais à la porte de Saint-Ouen. Alors je comprends un petit peu, enfin je comprends, et je ne l'excuse pas, et au contraire, je condamne. Le problème, en France, on ne sait pas accueillir les réfugiés. Alors on peut effectivement parler de chiffres, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas accueillir les réfugiés.
Vous savez, là, il y a eu, alors dans la vitesse, hein, ces décisions qui ont été prises d'ouvrir tout de suite des centres, etc., ça s'est fait un peu n'importe comment. Il y a des cas de figure incroyables, c'est-à-dire on ouvre un centre, c'est des Irakiens et des Syriens qui arrivent, et il n'y a aucun arabisant qui est là pour les accueillir. Donc vous voyez le problème que ça peut créer. On n'a pas prévu non plus de leur expliquer s'il y avait. Alors quand on parle avec eux, ils disent on nous a dit que ce serait que pour 2 mois que nous sommes là, on ne sait pas. Donc c'est voilà, donc on fait tout vite parce que c'est l'urgence. Vous savez, ce qui est complètement anormal, c'est qu'aujourd'hui un réfugié qui arrive en France, il met plus d'un an avant de stabiliser sa situation. Vous avez aujourd'hui une différenciation complète entre la démarche administrative, qui est déjà tout à fait longue, compliquée, parce que je vous dis, si vous ne faites pas partie de ceux qui ont été réinstallés encore, ça, à mon avis, ça va être compliqué, mais si vous arrivez de vous-même, quand vous regardez les rendez-vous à la préfecture, les dépôts, l'attente, etc., vous avez des mois et des mois où la personne est complètement vulnérable, puisqu'elle n'a aucun droit et qu'elle ne peut pas avoir d'hébergement. Et c'est là le problème. C'est aujourd'hui, on est incapable d'héberger les réfugiés qui arrivent. Vous avez actuellement, à la porte de Saint-Ouen, vous avez une femme qui a accouché dans une tente. L'enfant a 2 semaines. Vous avez une femme qui va accoucher sûrement demain. Vous avez des enfants qui ont la gale. Vous avez des enfants malades. Vous avez 61 tentes. On est à Paris et on est en 2015. Et vous avez les autorités qui ne savent pas trop quoi faire, qui passent, les maraudes, qui sortent des cars de police et ils essayent de compter, mais ils ne vont même pas dans la tente pour savoir combien il y avait de personnes dans la tente. Donc on ne sait pas gérer le problème de l'accueil des réfugiés. Et il y a aussi, mais on voit, alors j'ai lu quelques papiers, j'ai vu quelques confrères qui ont suivi ce qui se passait au lycée Carré, je crois, qui devient aussi problématique. Et là, pour l'instant, personne ne veut gérer, parce qu'il y a des conflits intercommunautaires. On a parlé de cas de viol. Enfin, il y a des situations qui, du coup, en fait, rendent encore plus vulnérables les réfugiés. Alors, Madame voulait ajouter peut-être quelque chose sur la question. Dire simplement une chose, c'est que je donne des cours de français à des réfugiés afghans, entre autres, pas seulement, mais entre autres. Et depuis 5 ans, je voulais dire que il y a 5 ans, c'était la même chose. Je veux dire que c'est pas une chose nouvelle. Il y a 5 ans, il y avait tous nos réfugiés qui arrivaient, ils étaient dehors. Voilà. Et voilà. Et personne n'a rien fait. En fait, comme je disais tout à l'heure, la question, c'est que depuis pas mal d'années maintenant, il y avait ce mélange, cet amalgame qui était fait entre migrants et réfugiés, et le fait que les gens qui faisaient leurs demandes, c'était des migrants économiques déguisés. Donc, non mais, laissez-moi parler. De façon générale, d'accord ? Voilà, de façon générale. Sachant que, donc, au niveau de la structuration, au niveau de l'organisation, ça n'a pas bougé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2013, quand on a annoncé qu'il allait avoir 500 personnes réinstallées, nous avions beaucoup de discussions avec l'OFPRA. Il y avait un préfet qui avait été nommé d'ailleurs je parle de 2013, qui avait été nommé pour se charger de l'accueil des réfugiés. Et ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'avec ces 500, on allait développer des procédures qui allaient permettre de développer des bonnes pratiques pour permettre l'accueil des réfugiés. Or, non mais voilà, et effectivement, je veux dire, il y a une espèce de, on est toujours pas dans l'urgence, mais en même temps, on ne veut pas, je veux dire, il y a rien qui est fait pour changer cela. Et parce qu'on ne veut pas, mais bien sûr, mais non, mais
attendez. Non, mais attendez. Quand on sait qu'il y a 4 millions de réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, quand on sait que les gens continuent à fuir, quand on sait ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu, en 2013, ça s'était stabilisé, voire légèrement baissé. Et en 2014, ça a repris de plus belle, parce qu'il y a eu le nord de l'Irak avec Daesh, mais il y a eu également la crise qui est repartie en Libye. Et en Libye, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient soit des migrants économiques entre guillemets, mais il y avait beaucoup de Soudanais, il y avait même des Syriens, etc., et qui, pris dans le conflit, n'avaient nulle part où ailleurs et se sont retrouvés là pour le coup en statut de réfugiés. Donc il y a eu un pic énorme en 2014. Tout ça, on l'a vu, on le savait, mais rien n'a été fait. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, les discours sont toujours intéressants parce qu'ils révèlent beaucoup de choses. Effectivement, Manuel Valls, tout d'un coup, s'est retrouvé avec un discours un peu plus républicain et humanitaire. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention son discours de La Rochelle, puisqu'on m'avait invité sur les médias pour le commenter. Et donc, pour une fois, j'ai écouté très, très, très attentivement. Je n'écoute pas tous les discours politiques avec autant d'attention, comme vous m'avez fait avec Juncker, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Et il a commencé à parler effectivement le devoir d'assistance, d'asile, du réfugié, etc. Et je me dis, waouh, ça y est, c'est parti. Et là, tout d'un coup, il continue, il dit, mais bon, vous inquiétez pas, d'accord, il y a l'humanité, mais la fermeté. Donc, on va renforcer les frontières, on va aller, et ça, c'est une chose qu'on entend tout le temps, on va aller attaquer, hein, c'était ça, on va aller bombarder les passeurs en Libye, etc. Les passeurs sont le résultat de la fermeture des frontières. Si les gens pouvaient circuler, il n'y aurait plus de passeurs. Ah, voilà, non mais c'est ça. Voilà, donc déjà ça. Mais surtout, Monsieur Manuel Valls a dit, et c'était fin août, et il a dit, mais ne vous inquiétez pas, on est sur le même niveau de demande que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a une crise sans précédent, il y a un afflux massif, et lui nous dit, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a cette volonté, c'est-à-dire, et c'est là où je dis, les discours évoluent. Donc, il y a, mais finalement, derrière, il n'y a rien. Et c'est là où on a une grosse difficulté. Et moi, il y a deux sujets qui me semblent aussi très importants. C'est cette question des passeurs, parce qu'on justifie Frontex, parce qu'on dit, voilà, ce sont les passeurs qui tuent. Les passeurs ne tuent pas. Les passeurs profitent, ils stockent de l'argent. Mais de toute façon, les gens veulent traverser la Méditerranée. Et comme ils ne peuvent pas le faire autrement, eh bien, ils continueront à passer par les passeurs. Donc, tant qu'il n'y aura pas de visa, tant qu'il n'y aura pas de ce qu'on appelle, nous, des couloirs sécurisés, les gens continueront par passer des passeurs. Mais il y a une chose aussi qui, moi, me choque profondément. C'est vrai que la plupart des personnes veulent rester proches, d'accord, parce qu'ils veulent retourner dans leur pays. Mais ça, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand on est au bout de 4 ans, quand, depuis le mois de juin, moi j'étais en Jordanie en début d'année, d'accord, et c'était dramatique parce que depuis le mois d'octobre-novembre, il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'ONU et les gens n'avaient plus à manger, il n'y avait plus de médicaments. Ils payaient. Moi, j'ai rencontré des familles qui avaient soudoyé des gardes pour sortir des camps, pour essayer de trouver dans les villes, à Amman et ailleurs, il y en avait jusqu'à Aqaba, il y en avait partout, d'accord, des camps des camps sauvages de réfugiés, comme il y a ici à Saint-Ouen, parce que dans les camps, ils n'avaient même pas de quoi manger. Cette année, c'est depuis le mois de juin qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors on dit 1 milliard, mais le problème, c'est là aussi, on annonce de l'argent, mais de toute façon, c'est pas parce qu'on l'annonce qu'il va arriver. Ça, c'est autre chose. Et ça, les appels à fond, voilà, c'est ça. Et à quoi il va être utilisé. Mais surtout, c'est que quand les personnes, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elles sont dans un camp, que les enfants ne sont pas vraiment scolarisés, que régulièrement il n'y a pas à manger, qu'il y a des problèmes de sécurité, surtout pour les jeunes filles, qu'il y a des problèmes sanitaires. Il y a des gens qui aujourd'hui sont des blessés graves qu'on retrouve. Moi, j'ai rencontré des tétraplégiques, des paraplégiques, des gens qui sont dans des situations dramatiques qui ne peuvent pas être pris en charge dans les camps. Ces personnes-là, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait avec? Et donc, la question, et là, moi, j'ai vraiment une question. Quand j'entends qu'on va les fixer là-bas, c'est-à-dire qu'on va faire comme peut-être en Somalie ou que peut-être les Sahraouis, les Palestiniens, etc. C'est-à-dire qu'on va les fixer pendant 10, 15, 20 ans, ils vont vivre dans des camps. Et la question concrètement, et je reviens à ma question de départ, quand on parle de l'universalité des droits, pourquoi le Liban,
d'accord, devrait, voilà, on parle du Liban parce que c'est le cas le plus flagrant, pourquoi le Liban, lui, devrait accueillir 25% de réfugiés et nous, on ne pourrait pas en accueillir 1%. Et c'est là où il y a quand même une question qui se pose. C'est-à-dire que quand on parle des conventions de Genève, les conflits, la question de la circulation des personnes, les conflits, etc., pourquoi il faudrait que ce soit les pays limitrophes qui, même si on leur donne de l'argent, devraient, eux, accueillir. Pourquoi c'est normal qu'on leur demande de les accueillir et que c'est pas normal pour nous? Et là se pose la question vraiment, encore une fois, de l'individu. C'est-à-dire que nous, est-ce que c'est un peu comme si, je sais pas, nous, il y a une guerre en France, hein, on va prendre dans l'absolu, il y a combien d'habitants en France? 65 millions. Le Portugal, il en a combien? Oui, une dizaine, voilà. Disons 10 ou 13, donc on va dire 25%, bah allez, ça va faire 4 millions. Disons qu'il y a un conflit en France, on a 4 millions, on envoie 4 millions de Français au Portugal. Les Portugais, au bout d'un moment, ils diraient, mais attendez, pourquoi nous? Même si ils aiment bien les Français, même si on est un peu... pourquoi? Ils diraient, mais pourquoi les États-Unis n'en prennent pas? Pourquoi le Maroc n'en prenne pas? Et c'est ça la question. C'est pourquoi il faudrait que les Libanais, les Jordaniens, les Turcs les accueillent et pas nous. Ouais. Et là, il y a effectivement, Pascal. Oui, non, mais il y a une question. Mais oui, je pense que cette hypothèse peut se vérifier. Est-ce que j'ai le droit d'émettre une hypothèse? Parce qu'on est raciste, tout simplement. Et que les Arabes, ça reste des Arabes. Et que ce qu'on a accepté avec les Vietnamiens, ce qu'on pourrait accepter sur les Européens, les Arabes, ils vont se démerder entre eux. Mais il faut appeler un chat un chat. Et en l'état, nous avons une politique raciste. Et nous ne traitons pas les Africains et les Arabes comme des êtres humains à part entière. Voilà, ça s'appelle du racisme. Donc je suis désolé d'appeler un chat, mais à partir du moment où on distingue entre un être humain et un autre être humain, pourquoi est-ce qu'on les laisse au Liban? Pourquoi on les laisse en Syrie? Pourquoi est-ce qu'on les laisse en Irak? Mais parce que tout simplement, faut qu'ils se démerdent entre Arabes. Hein, parce qu'on veut bien aller les bombarder, on veut bien prendre le pétrole, on veut bien, c'est comme pour l'Afrique, on veut bien aller chercher les ressources naturelles, tout ça, mais enfin, faudrait quand même pas qu'ils nous emmerdent trop longtemps. Hein, c'est ça l'histoire. Donc je veux dire, après on peut raconter ça comme on veut, mais la réalité, le fond, il est là. On a des logiques racistes, notamment en France, plus qu'en Allemagne, plus que dans d'autres pays, et j'aime pas généraliser, mais la France a un problème majeur avec ces questions-là. Donc je pense qu'il faut quand même le dire, parce que sinon, pourquoi? Pour ça. Mais en même temps, on veut pas financer, hein, parce qu'il faudrait quand même pas qu'il nous coûte trop cher en plus. Donc maintenant, on commence à dire, non, d'abord c'est 500 millions sur 2 ans, avec 200 millions cette année, 300 millions l'année d'après, et puis ça, alors là, pour le coup, je me méfie un peu de l'Europe. J'ai vu avec le plan Juncker, on nous annonce 320 milliards, pour le moment on n'en sort que 35, et sur les 35 on en récupère 20 sur des programmes qui sont déjà en cours. Et il a fallu qu'on se batte pour sauver les 6 milliards de la garantie jeunesse. Donc bon, non, le symbole en France sur l'accueil de ces populations, il est très fort pour une raison très simple. C'est qui se déplace aux côtés du Premier ministre quand on parle de la question des réfugiés? Regardez la symbolique. Qui se déplace? Le ministre de l'Intérieur. Et c'était une des revendications de la gauche à l'époque sur la question des Roms. L'AFPRA évidemment, mais sur la question de l'accueil des Roms. On avait dit à l'époque, et moi je l'avais dit en tant que secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, j'avais dit, mais comment se peut-il que ce soit Manuel Valls à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur, qui soit gestionnaire pour le compte de la République de la question de l'accueil, de l'intégration, de tout ce qu'on veut, de l'éducation. Et il y avait eu une circulaire de Jean-Marc Ayrault, parce que Jean-Marc Ayrault avait réagi à ces propos-là en disant oui, quand même, le fait de mettre que le ministère de l'Intérieur, ça fait un peu droite. Donc il avait fait une circulaire en disant il faut que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice et le ministère de le Travail, main dans la main, et du Logement, à l'époque c'était Cécile Duflot, pas de commentaire, soyez pas désagréable, ça allait bien pour le moment. Donc ça se passe bien, l'ambiance est bonne, tout ça, donc on va continuer. Non, mais sans là, pardon pour la plaisanterie, mais la réalité c'est que Jean-Marc Ayrault avait dit oui, un gouvernement de gauche doit changer ça. Et bah oui, ça a duré combien de temps ?
C'est-à-dire qu'on voit à nouveau se déplacer, maintenant Manuel Valls est Premier ministre, et c'est Bernard Cazeneuve qui l'accompagne. Je crois qu'en politique, le symbole a une vraie valeur. Et surtout à gauche. Surtout à gauche. Et c'est toujours le ministère de l'Intérieur qui gère. Et le préfet va prendre ses instructions auprès du ministère de l'Intérieur ou du Premier ministre. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là non plus. Comment on peut considérer, ce sont des situations de santé. Le ministre de la Santé, il est totalement inexistant. Le ministre de l'Éducation, elle est totalement inexistante. Enfin, c'est les affaires étrangères, exact, vous avez parfaitement raison. Vous avez l'OFPRA, absolument, absolument. Depuis, ça a basculé. Donc, non, mais c'est pour ça, c'est dire qu'en fait, il y a un contexte. Et le contexte est de mettre le réfugié comme quelqu'un qui... Le ministre de l'Intérieur, c'est la sécurité, d'où d'ailleurs le lien avec le terrorisme, le lien avec les guerres, le lien avec l'importation des conflits. Mais c'est quelque chose qui est stupéfiant. Et où on laisse là un boulevard au Front National qui effectivement s'engouffre dans ces discours-là. Une question, l'OFPRA, ça dépend de qui? Parce que la préfecture, c'est Cazeneuve, les visas, c'est les affaires étrangères. L'OFPRA, c'est le ministère de l'Intérieur. Exactement. Pour arriver à l'OFPRA, vous êtes obligé de passer par les préfectures. Et d'ailleurs, c'est une harmonisation. Et l'OFPRA est gérée Pardon, on ne s'entend plus. Alors je sais que c'est une question qui donne très envie de débattre, mais alors est-ce que peut-être Geneviève, vous pouvez nous faire un brief sur comment on arrive, par qui c'est géré, ou Madame peut-être? L'OFPRA est gérée par le ministère de l'Intérieur, alors que la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, est gérée par le ministère de la Justice. C'est une instance judiciaire. Oui, c'est ça. D'abord, passer par les préfectures. Oui. Mais tout passe par les préfectures. Au départ. D'accord. Alors, on avait une question. Pardon. Je voulais juste rajouter un point sur la question des visas et qui montre à quel point on ne voulait pas que les gens viennent non plus. C'est depuis 2012, hein, Michel, de mémoire, quand on a instauré les visas de transit. Oui, début 2012, on a découvert, mais par hasard, en allant sur les sites des consulats français en Jordanie, au Liban, en Turquie, etc., on s'est aperçu que les Syriens qui voulaient transiter par la France pour aller dans d'autres pays, parce que ce qu'il faut voir, c'est que pour eux, aujourd'hui, en plus, quand ils viennent sur l'Europe, parfois, c'est pas pour rester, c'est pour aller aux États-Unis, au Canada, en Australie, parce que c'est leur porte de sortie, ils n'en ont pas 36 aujourd'hui. Eh bien, la France avait instauré des visas de transit, ce qui fait que ceux qui voulaient prendre un avion et changer à Roissy pour partir à Montréal, ils devaient obtenir un visa avec toutes les difficultés qu'il y avait. Donc, et nous, on s'est battus pour faire sauter ce visa de transit, on n'y est jamais arrivé. Et on nous renvoyait de l'intérieur aux affaires étrangères, des affaires étrangères à l'intérieur, et on n'a jamais réussi à faire sauter ce visa qui aurait permis aux gens juste de circuler même sans s'arrêter en France. Oui. Allez. Plus qu'une question, une remarque, depuis quelques semaines, je suis horrifiée par l'émotion suscitée par les images, le petit Aylan, enfin... On fait mine de découvrir. Depuis 5 ans, je travaille à l'aide sociale à l'enfance et depuis 5 ans, on accueille, je constate l'accueil des mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés. Il y a 5 ans, vous aviez, humainement, je crois qu'on ne peut pas s'imaginer, vous aviez des dizaines de mineurs qui faisaient la queue et on leur disait, alors toi t'es mineur, toi t'as l'air mineur, allez, on en prend 10 et les autres on leur disait, revenez demain, peut-être qu'on pourra vous prendre. Et donc, on avait des wagons. Excusez-moi, mais c'est pas nouveau. On parle, il y a une urgence, il y a une crise actuelle. Mais depuis des années, moi, ça fait que 5 ans que j'y suis. Mais on m'en a raconté donc, cette émotion suscitée aujourd'hui par des images, par des discours provocateurs, c'est pas... On ne sait pas accueillir, c'est pas aujourd'hui. Depuis, on ne sait pas, on ne veut pas.
on la cache, cette misère. Non, mais cela étant, il y a la question, aujourd'hui on parle des réfugiés, mais bon, il y a les migrants d'une façon générale, il y a la question des Roms en France, hein, il faut voir, hein, parce que quand on parle de la porte de Saint-Ouen, les femmes qui accouchent sous les tentes, je veux dire, les gens qui sont jetés à la rue parce que c'est où on a tout détruit. Là encore, à la Courneuve, il y avait des familles où les hommes travaillaient, ils avaient des CDI, ils sont revenus le soir, tout avait été détruit, ils n'avaient plus de papiers, ils n'avaient rien. Les femmes avec les nouveau-nés à la rue, etc. Donc, cette violence, parce que c'est une violence vis-à-vis des individus, existe. Et malheureusement, elle ne suscite plus d'émotions. On parle même plus des expulsions, on parle même plus. Et de fait, on a tellement intégré les discours qui sont totalement déshumanisants. Et quand je dis cela, je le dis vraiment sciemment, c'est-à-dire que à force, on a commencé par dire que tous ces gens-là, d'accord, les Roms, les migrants, tous ces gens-là, on a commencé par dire qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs que nous. Et puis on est passé, alors déjà les mêmes valeurs, voilà, mais on est passé à un autre stade, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas comme nous. C'est-à-dire que c'est encore plus grave, c'est parce qu'ils peuvent avoir les mêmes valeurs que nous, mais à partir du moment où ils ne vivent pas comme nous, ils peuvent pas s'intégrer, ils sont déclassés. Et c'est en cela que l'on parle de déshumanisation. C'est-à-dire que ce ne sont pas des humains à qui on reconnaît les droits universels, puisque les droits sont universels. Si on ne leur reconnaît pas, c'est que voilà, ils ne sont pas comme nous. Donc il y a cette notion-là. À cela s'ajoute la question des chiffres. Il y a une manipulation permanente des chiffres. Hier soir, j'ai failli m'engueuler avec un journaliste parce qu'il était là, il me disait « Mais vous vous rendez compte, il y en a 8000 en Croatie, 8000 en Tchéquie, 8000... » Je dis « C'est peut-être les mêmes qui sont rejetés d'un pays à l'autre. Vous êtes sûr qu'il y en a autant que ça ?» C'est-à-dire qu'on est dans des notions des chiffres où déjà on déshumanise les individus. Hein, c'est la misère du monde qu'on va accueillir, donc c'est même plus des humains. Derrière, il y a des chiffres, il y a des statistiques. Et ces images qui tout d'un coup perturbent, celle de cet enfant, celle des cercueils qu'il y avait à Lampedusa, tout d'un coup, l'émotion, elle naît que tout d'un coup, on réalise que derrière tout ça, ce sont des humains. Et c'est ça qui suscite l'émotion. Mais le problème, c'est qu'elle est de très courte durée. C'est parce que très vite, ça reprend. Et non seulement ça reprend, avec la... Moi, j'ai lu beaucoup de choses au moment de la photo du petit Elan, parce que, et je me souviens notamment, c'était dans Libération, il y avait un article où certains s'interrogeaient, voilà, peut-être que ça va faire basculer. On a cru à un moment donné, on a cru. Et certains disaient, mais pourquoi il faut un enfant mort alors qu'on a vu tellement de corps humain. C'est-à-dire que c'est parce que les corps humains, les corps d'adultes, on s'est tellement habitué à les voir jetés sur les plages que maintenant ça ne perturbe pas. Et c'était le corps d'un enfant. Mais ça a été de très courte durée. Et ce qui a été très violent, et c'est là où on voit la violence de la société dans laquelle on est, et notamment en France, c'est de voir comment, mais dans les 2 jours qui ont suivi, cette émotion dérangeait parce que tout d'un coup, on risquait de redevenir humain et d'exiger de faire respecter les conventions de Genève et les droits de ces personnes. Et donc là, on a vu combien les manipulations, c'est des photos truquées, etc. C'est-à-dire comment on a voulu tuer cette émotion, cette prise de conscience de l'humain le rapport au SDF. Oui, non mais c'est-à-dire que on a vu que on voit bien que quand il y a l'émotion, les politiques se sentent obligés eux aussi de réagir, etc. Et donc on voit maintenant comment cette émotion, on essaye de la tuer dans l'œuf pour être sûr que les gens ne vont pas basculer de l'autre côté et qu'ils vont pas dire attention, on ne peut pas continuer à faire ça. Et ça, c'est très fort. Est-ce que vous datez le retournement de l'hospitalité, si on a une, par exemple au vietnamien, en suspicion généralisée de tous les migrants, de tous les enfants mineurs, des Roms, etc. Et je voudrais juste ajouter quelque chose, je trouve ça. C'est cynique et c'est absolument drôle en même temps. C'est que c'est d'une naïveté, d'un cynisme. Dans The Guardian, il y avait un article vendredi du 19 disant qu'on accueillait des réfugiés à Dachau. Oui. Et on a aussi une histoire des camps.
que ce soit chez nous, que ce soit là-bas, chez nous aussi. Parce que dans les camps, on a mis les Espagnols, on a mis les Juifs, on a mis les Algériens. Peut-être qu'on va bientôt mettre les Syriens, je sais pas. Peut-être pas, enfin, je sais pas. En tous les cas, c'est drôle, on est rattrapé aussi par une histoire. Il y a des choses qui sont contradictoires entre des moments d'hospitalité, la suspicion. Enfin, moi, je travaillais à la CIMAD, un peu à la G aussi, et c'est horrible, quoi. Quand on voit les lettres qu'envoie, enfin, après quand les enfants ont été premier entretien, quand on lit le vocabulaire, mais c'est tout le temps les incohérences dans le discours, que les papiers sont évidemment toujours faux, les tests osseux, mais quelle horreur, quoi, les tests osseux. Tout ça, c'est quand même notre fond comme ça d'accueil. On est loin de... Je ne sais pas quand ça va changer, mais... Vous avez malheureusement apporté en même temps la réponse dans votre question. Vous savez, moi, j'ai le souvenir, ma mère est arrivée, elle avait 4 ans, dans les bras de mon grand-père, qui a été chassé d'Italie au moment de la marche sur Rome. Donc en 1923, 22-23, mon grand-père, à Menton d'ailleurs, la fameuse, là où Estrosi est allé avec Valls, il se trouve que les fascistes avaient brûlé sa maison, donc il s'est retrouvé en pleine nuit avec la maison qui brûlait, les chemises noires étaient là, ils lui ont dit, cette fois-ci on a crié au feu. Et puis ils sont partis. Donc voilà, c'était clair, donc il n'avait pas le choix que de traverser la frontière. Et ce que me racontait ma mère, c'est qu'elle, enfant, elle avait, à l'époque, elle était à Nice, comme beaucoup d'antifascistes italiens, comme les Espagnols sont passés et les Républicains sont passés dans le sud-ouest à Toulouse. Elle se faisait insulter en permanence. On les traitait de manjapan, ce qui en niçois veut dire qui venait manger le pain des Français, ce qui la faisait beaucoup rire parce que l'essentiel des boulangers à Nice étaient tous italiens, mais ça c'est un autre souci. Mais c'est la réalité de ce monde-là. C'était déjà une réalité d'exclusion, de rejet, de refus. Quand on voit le lien entre Nice et l'Italie, enfin, j'ai 18 km entre les deux, et c'est dur de trouver des Niçois pur porc, entre guillemets. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que j'insistais sur le rapport on attire les gens. Moi, je crois qu'on peut, la classe politique, les dirigeants d'une manière générale, mais la classe politique, elle a une responsabilité particulière. Les églises aussi, enfin, tous ceux qui sont en charge de la conscience. Et c'est pas normalement le rôle des politiques. Mais on peut tirer les gens vers le haut, ou on peut les amener vers ce qu'ils ont de plus méchant et de plus mauvais. La France, c'est 34, c'est les ligues fascistes. C'est quasiment la prise de la Concorde. C'est des conditions absolument terribles. La montée de l'extrême droite, l'action française, la France aux Français, à bas les métèques, etc. C'est 34. 36, c'est le Front populaire. 36, c'est les congés payés, c'est les vacances à vélo, c'est les films bon, enfin bref, on va pas, mais le même monde, les mêmes. 1 million de personnes quasiment pour accueillir Pétain en 1944 à Paris, 44, et à peu près autant. Alors, étaient-ce les mêmes? C'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais à peu près autant pour accueillir la descente du général de Gaulle quand il va à l'hôtel de ville quelques mois plus tard. Donc on a toujours la capacité d'appuyer sur le bon côté ou sur le mauvais côté des gens. Donc ce que vous dites, madame, oui, il y a en nous tous la peur de l'autre. Elle est facile à exacerber, le rejet, la crainte, l'autre n'est pas comme nous, il n'a pas nos valeurs, il n'a pas la même religion, etc. Alors il y a les lois, mais on les fait respecter ou pas. Regardez le statut de réfugié, ce qu'on disait à titre liminaire. Le statut, nous en sommes signataires. La France, normalement, n'a pas le droit de ne pas accueillir. C'est la Convention de Genève. Et là, il y a eu le rapporteur spécial, le commissaire spécial sur la question des droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui est venu en France. Et ça fait partie, les Roms, il y a différents sujets qu'il a pointés du doigt. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois que la France est pointée du doigt sur des questions relatives aux droits humains, quelle est la réaction? C'est comment nous, la patrie des droits de l'homme, vous osez dire. Et c'est extraordinaire parce qu'on ne peut rien dire. Critiquer, dire que la France fait des choses mal, c'est du French bashing. Moi, je me fais assassiner sur Facebook à chaque fois que j'ose critiquer et dénoncer des choses qui se passent. Parce que, de toute façon, c'est la patrie des droits de l'homme et on se drape là-dedans. On est inattaquable. On est inattaquable. Oui, en fait, il y a effectivement...
Oui. Pour dire patrie, peut-être, mais de la Déclaration des droits de l'homme et non pas des droits de l'homme. C'est pas la même chose. Ouais. Mais effectivement, il y a l'effet de masse, l'effet de loupe des médias où on a l'impression, alors je sais pas si vous le vivez comme ça, mais quand vous allumez BFM, vous mettez France Info, puis vous tombez sur le Trésor, on a l'impression d'avoir un tsunami de réfugiés depuis environ 4 mois. Donc il y a l'effet de loupe. Voilà. Avec le terrorisme, exactement. Avec Daesh, vous avez un reportage en même temps sur les Syriens, vous êtes sûr que dans les minutes qui suivent... Et vous avez Eric Ciotti, et vous avez Eric Ciotti qui va dire, je suis sûr qu'il y a des... Et le Front National qui fait l'actualité. On est toujours obligé de se positionner, moi je l'avais vu aux européennes, on se positionne en permanence par rapport au Front National. Alors et justement, ça, Pascal, j'en arrive à ma question, parce que est-ce que le débat et la manière dont Nicolas Sarkozy a réussi, que ce soit au ministère de l'Intérieur quand il y était, sous Jacques Chirac, puis lors de son arrivée au pouvoir en 2007 avec son sinistre ministère de l'intégration et de l'identité nationale et de l'immigration, est-ce que la rupture, pour reprendre la question de madame, elle a eu lieu à ce moment-là, ou est-ce que tu la daterais avant? Il a entretenu, c'est toujours pareil, il appuie sur les boutons, c'est-à-dire que la France est un pays en crise. Moi je me souviens quand j'étais jeune, il y avait les premières affiches de Le Pen à l'époque qui faisaient 0, quelque chose, c'était 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs. C'était le début de la montée des chômeurs, on était après la crise, donc dans les années 75 ou dans ces années-là 80. Et en fait, à l'époque, ces affiches, elles étaient arrachées, elles étaient marginales. Il y avait une solidarité, notamment au sein de la classe ouvrière française. On ne distinguait pas entre un travailleur immigré et un travailleur français. C'était d'ailleurs la gloire de la CGT et de la CFDT à l'époque, de défendre en disant même travailleur, même travail, même droit, etc. Ce monde-là est en train de disparaître. Il a effectivement, on a appuyé sur les différences. Sarkozy a une responsabilité majeure, parce que Sarkozy, il a construit son pouvoir en cassant les liens sociaux. Il a monté ceux qui ont un boulot contre ceux qui en ont pas, les riches contre les pauvres, les chômeurs contre les autres, les jeunes contre les vieux. C'est effectivement le mode de fonctionnement. Il a fait ça, Sarkozy. Mais d'un autre côté, d'abord il a été élu. Donc ça veut dire qu'il a été représentatif de quelque chose dans l'esprit et dans l'État français. Après, on pouvait basculer ça. Moi, je répète, il y a une responsabilité de la gauche. Il y a une responsabilité de la gauche parce que la gauche, elle est élue d'abord et avant tout sur des valeurs. Ça paraît con d'utiliser ce mot-là, mais liberté, égalité, fraternité, pour nous, pour notre histoire, ça a une symbolique. Ce ne sont pas que des mots, il y a des valeurs derrière, il y a des comportements. Et ce que la gauche n'a pas réussi à faire, et je ne veux pas pointer du doigt les responsabilités des uns et des autres, c'est compliqué, hein, je ne veux pas dénoncer. Mais simplement, on va laisser la France. Je ne sais pas si la gauche va être réélue en 2017. Mais si on n'est pas réélu, le on, et là je me mets dedans, je veux dire, ça veut dire qu'on aura totalement échoué jusqu'à redonner des valeurs à la France. Et redonner une énergie positive. Donc moi je ne sais pas si... Sarkozy, oui, il a une responsabilité, bien sûr. Mais Le Pen aussi, les médias ont une responsabilité, je regrette. Enfin, moi, au moment où le petit Elan, puisqu'on parlait d'Elan tout à l'heure, moi j'avais fait un tweet, j'étais scandalisé. Dans le Guardian, ça fait la une du Guardian, la photo d'Elan, et d'un certain nombre de journaux. Et de toute la presse européenne, en France, non, Le Monde, c'est le lendemain. Et justement, pendant 24 heures en France, dans les rédactions, on se posait, oui, mais quand même, l'émotion, tout ça, etc. Est-ce qu'on s'est posé la question de la gamine qui fuyait le Vietnam, le napalm? Tout le monde connaît cette photo de cette gamine nue qui court sur une route avec ça a fait reculer, ça a fait perdre les États-Unis à une vitesse considérable. Parce que l'opinion publique américaine, mondiale, mais américaine, à ce moment-là, a dit ça suffit. Ça suffit. Cet enfant avec les flammes derrière, on veut pas ça. On n'est pas là pour ça. Eh bien, nous, dans nos rédactions, on s'est dit « Ah, mais quand même, montrer l'image d'un gamin mort, est-ce que c'est pas du voyeurisme ?» Non, mais je comprends que tu défendes ça. Voilà. Que les tracteurs, que l'agriculture en France. Toute la presse européenne a fait sa une là-dessus. Toute, sauf la France. Nous, on a parlé du tracteur.
Allez, après, on l'a fait le lendemain. Mais c'est surtout que 2 semaines après, on vient de le dire tout à l'heure, c'est retombé. Donc, oui, non, mais en plus. Mais... Alors que la petite fille du Vietnam, c'est pas retombé, ça a fait terminer la guerre du Vietnam. C'est exact. Parce que mais là, vous avez raison. Peut-être que Geoffrin et machin, ils avaient raison de s'interroger sur l'émotion. Ben non, ils auraient mieux fait justement de ne pas en faire de l'émotion, de dire ça, c'est la réalité. C'est ce qui s'est passé au Vietnam. Il a écrit plus tard. Et il 2 jours après, quoi. Non, oui, mais ça. On a plein de questions. Non, on est dans les médias. Non, c'est que c'est représentatif d'une manière de penser. Non, et puis il y a une autre, il y a un autre point, c'est que, et moi je le vois sur de très nombreuses causes, et pas uniquement sur celle des migrants. Je pourrais parler des jeunes filles enlevées par Boko Haram. Il y a énormément de sujets comme ça où tout d'un coup ça part très vite parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les médias, il y a un certain nombre de choses. Les gens, vraiment, on sent que les gens sont indignés par cela très vite. Et pour moi, c'est assez impressionnant et je m'en rends compte dans notre méthode de fonctionner, de travailler. Le politique surfe sur cette vague d'émotions, dit je vais faire quelque chose, je convoque un sommet. D'accord. Le public dit ah bah ça y est, ils ont compris, ils font quelque chose. Le public passe à autre chose et ça retombe. Et c'est extraordinaire parce qu'à chaque fois, on voit bien comment ça part et puis ça retombe parce qu'on nous dit qu'on va faire quelque chose. Moi, je le vois sur de très, très nombreux dossiers. Et c'est vrai que derrière, c'est difficile. Vous savez, vous faites un sondage. Vous faites un sondage en France. Vous demandez aux personnes qui est au courant que Guantanamo est encore ouvert. Alors que Obama avait promis de le fermer. Il a promis qu'il a fermé. Les gens sont persuadés. La grande majorité des Français pensent que Guantanamo est fermé. À nous, on fait tous les ans au mois de janvier, on fait des sondages et c'est impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'il l'a dit et qu'il a une certaine crédibilité et il l'a dit avec beaucoup d'aplomb, etc. Quand on dit aux gens, mais non, c'est toujours ouvert, ils ne nous croient pas. Ils ne nous croient pas. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est comment aujourd'hui le politique a appris, lui aussi, à gérer cette émotion, à apporter une réponse dans l'immédiat qui est une parole publique, mais qui n'est pas suivie des faits derrière. Et c'est exactement... Lampedusa, ça a été ça. Ils étaient tous sur l'île à dire combien ils étaient choqués, que plus jamais ça, qu'on allait prendre des mesures. Une semaine plus tard, il y avait un conseil, je ne sais pas si c'était les ministres, les chefs d'État, etc. L'Italie, la Grèce, tous les pays qui étaient limitrophes disaient « ça y est, on va abolir Dublin II, c'est la solidarité ». Eh bien, il y a 4-5 États qui ont voté pour ça, les autres étaient tous d'accord contre. D'accord ? Mais ça... Voilà, et c'est à chaque fois la même chose. Et c'est là aussi où il y a l'importance de la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire que... Non mais il y a les citoyens continuent à exiger et pas seulement liker et aller se coucher. Non. Alors, il nous reste il faut qu'il y ait aussi. Bien il ne sûr. suffit pas qu'il y ait de la photo. Il faut derrière de l'analyse. Oui. Il faut de l'explication. Alors, quel réseau, que fait Amnesty, qui a que fait l'Europe, les causes, etc. Alors, il y a plusieurs questions. Je vous propose, parce qu'il nous reste un quart d'heure, de les prendre en enfilade. Mademoiselle. Je voulais vous poser une question sur la Hongrie. Libération demain matin fait sa une. Hongrie, la honte de l'Europe. Faut-il exclure Budapest de l'Union européenne ? Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, Hongrie. Alors, il y en avait 1, 2, 3. Et après, on arrête. Je suis désolée, sinon on n'aura malheureusement pas le temps. Alors, est-ce qu'il y a eu, puisqu'on parlait des chiffres, est-ce que quelqu'un a fait le ratio entre les forces qui sont déployées à Calais, ailleurs, etc., c'est-à-dire combien ça coûte, et par rapport à l'accueil des réfugiés, dont je rappelle que c'est 0,1%. Est-ce qu'il y a un ratio qui a été fait ? Et si oui, lequel ? Alors, madame. Moi, je voulais dire que, comme vous avez parlé de beaucoup de pays, mais en Palestine aussi, il y a des choses qui arrivent tous les jours. Ça a été jusqu'à brûler vif et personne ne parle parce que quand ça passe à la télé, ça passe tellement vite que il faut fermer le sujet, il ne faut pas parler. Non, mais vous avez tous les jours, les enfants sont prises. Même pas droit à un avocat, rien du tout, sans détention administrative. Bien sûr. Pendant des années et des années, personne ne fait quelque chose. Voilà. Dernière, juste derrière. Ouais. Bon,
plus qu'une question, je voudrais, Monsieur Durand, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez c'est parce que ce sont des Arabes. Disons-le clairement. Pourquoi en Palestine, ils sont un peu... non mais je confirme, la Palestine, sur les mineurs isolés étrangers, ce ne sont pas de bons migrants. Ouais. Voilà, c'est juste ça. Mademoiselle. Et après... Juste aussi une réflexion sur la représentativité, parce que finalement, dans ce qui se passe dans les médias, moi je me sens plus représentée. Et pourtant, autour de moi, il y a quand même beaucoup de gens qui s'indignent. Et finalement, il n'y a pas de... Ok, on peut aller faire des manifestations, mais il n'y a pas de réelle coalition qui permettent d'avoir un poids et du lobby. Ça de la gauche à la droite, c'est vrai que politiquement, la représentation, je trouve qu'elle s'est beaucoup affaiblie. Pour se reconnaître justement dans un parti, pour se dire on peut au moins agir. Moi, je ne me sens plus en capacité d'agir parce que pas assez représentée. Ouais. Et sur la Hongrie... Allez, non, je vais répondre à tout et puis après Geneviève conclura. Alors on va aller dans l'ordre. Sur la dernière question, la crise de la démocratie, la représentativité des partis, on pourrait y passer la nuit, même au-delà. C'est une vraie question. Il y a effectivement un problème. À monter un débat sur la question. Alors là, c'est un vrai sujet. Non, mais c'est un vrai sujet. Vous avez parfaitement raison. Je vais pas, moi-même, je suis pas un homme de parti, donc je vais pas défendre ça. Il y a un problème démocratique, il y a un problème syndical, il y a un problème de mobilisation d'une manière générale de la société civile, et les partis politiques sont à l'image de cette société qui est en train les médias bien sûr, qui est en train de se replier sur un individualisme. Et je l'ai dit, c'est aussi la responsabilité de Sarkozy et des autres. On a cassé les liens. Il y a des logiques de classe derrière ça. Il y a beaucoup de choses. L'histoire explique beaucoup de choses, mais la réalité, vous avez raison, on vit une crise démocratique majeure. On est dans une période de basculement et on n'a pas encore les bonnes réponses. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire, ça veut dire qu'il faut repenser les nouvelles mobilisations. Alors il y a peut-être que les moyens électroniques, même si la fracture numérique existe, mais il y a là sûrement une possibilité d'avancer et de penser un peu différemment. Ça a aidé dans un certain nombre de pays, donc la démocratie va bouger aussi par là, mais c'est compliqué. Mais vous avez raison. La question de la Palestine, alors je veux bien prendre toutes les critiques de la Terre. J'étais jeudi dernier, je faisais une conférence sur la question de l'eau en Palestine. Samedi dernier, j'étais à l'invitation de l'association France-Palestine Solidarité à la fête de l'UMA pour un grand débat avec des parlementaires européens, donc sur la question de l'Union européenne et de l'accord commercial avec la Palestine. Et dernière chose, et après je vous embête pas, c'est pas pour parler de moi, mais j'avais dit que ma première délégation en tant que parlementaire européen, je la ferai en Palestine. Vous voyez, il y a des politiques qui tiennent leurs engagements. Mon premier déplacement de député européen, je l'ai fait avec une délégation des Verts européens en Palestine. Donc, non, c'est juste pour dire que donc les premiers réfugiés là depuis, les premiers réfugiés, très clair, mais les très clair. Sont réfugiés depuis 48. Les Palestiniens sont dans une situation, et ce que je disais, ils sont dans une situation. Alors pour le coup, on ne va pas entrer sur un débat, mais qui sont pires pour deux raisons. À Gaza, c'est la première fois dans l'histoire, et l'année dernière, j'ai été suffisamment traité d'antisémite pour l'avoir dit et l'avoir dit à la télé, c'est la première fois dans l'histoire quasiment de l'humanité que des populations civiles sont bombardées par un État sans pouvoir fuir. C'est-à-dire qu'à Gaza, ils étaient enfermés. L'Égypte aussi a sa responsabilité puisqu'elle avait fermé la frontière. Donc, mais c'est la première fois que des femmes, des enfants se faisaient bombarder et ne pouvaient pas fuir une zone de conflit. Donc c'est encore pire que la situation des Syriens, des Irakiens, c'est que eux étaient enfermés sous les bombes. C'est donc la Palestine a servi malheureusement de laboratoire dans ce que l'humanité a ces derniers temps de plus odieux depuis effectivement 1948. Donc il y a eu ça à Gaza et il y a ce qui se passe maintenant en Cisjordanie et dans les territoires occupés. C'est que là pour le coup on les fout dehors. C'est-à-dire qu'on les prive d'eau, on les prive de tous les soins etc. On les empêche même d'aller. Donc vous ils les attaquent. Alors, quand ils montrent à la télé, voilà les soldats
et ils font ça en Palestine, ça tourne vite, ils ne montrent pas comment, la violence, comment... Vous avez parfaitement raison, et simplement ce que j'ai dit samedi à la fête de l'humanité sur cette question-là, j'ai dit faites attention, le conflit syrien, le conflit irakien est en train de sortir des médias, le conflit palestinien, et qui n'est plus un conflit en réalité, c'est-à-dire qu'on continue à parler de conflit comme s'il y avait deux groupes armés des deux côtés. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas un conflit. C'est une occupation militaire et des populations civiles qui sont en train d'être soumises au joug d'une autorité militaire qu'on qualifie, comme sous Orwell, d'autorité civile, puisque ça s'appelle l'administration civile. Et voilà. Donc, vous avez raison. Après, c'est pas le thématique, mais clairement, ce qui se passe en Palestine, en Cisjordanie et plus largement en Israël doit être dénoncé. Et même elle dit, madame, les réfugiés, c'est les premiers Palestiniens. Oui. Mais on n'en parle jamais, parce qu'on dit, quand la guerre doit finir, ils doivent retourner. Pourquoi vous avez raison. 48 ne retournent pas chez eux non plus? Non, mais on ne faut pas. Mais le droit au retour, un vrai beau sujet. En tout cas, sachez que je l'oublie pas. La Hongrie, on a fait une tribune cet après-midi, qui a été publiée dans le Plus du Nouvel Obs, de l'ensemble des eurodéputés donc écologistes français, pour demander à la droite européenne, parce que là aussi il y a de la démagogie. Le ministre allemand de l'Intérieur, je crois, a dit il faudrait, Thomas de Maizière, il a dit il faudrait arrêter de donner des aides aux pays etc. Tout ça n'est pas possible dans le cadre des traités. En revanche, il y a quelque chose qui est possible, c'est qu'on peut priver la Hongrie, donc le Conseil européen peut priver la Hongrie, notamment, de ses droits de vote. Donc, pour ça, il faudrait que M. Orban, et c'est ce que nous demandons dans notre tribune, que M. Orban et ses amis qui sont affiliés du PPE, donc des républicains français, et notamment, c'est la droite dans l'Union européenne, nous demandons dans notre tribune que M. Orban soit exclu. Tout simplement, parce que ça, la droite européenne, pour le coup, s'honorerait à dire il est sorti des valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe, et donc il doit être exclu. Les socialistes ont fait la même... Il doit être exclu dans un premier temps du Parti populaire, ce qui veut dire qu'au Parlement, ils perdraient déjà tout ce qui est lié à leur groupe, et c'est très important. Ça serait aussi une démarche symbolique. Les socialistes ont fait la même chose avec la Slovaquie, je crois, où ils ont dit vous n'êtes plus digne de siéger avec nous. Donc ce sont des signes forts. Donc la droite s'honorerait à faire en sorte qu'elle dise non mais là nos valeurs, les valeurs de l'Europe sont en danger, donc dehors. Viktor Orban, c'est pas comme si c'était la première fois. Alors, Dany avait fait une intervention absolument remarquable, Dany Cohn-Bendit, pardon, sur... tout le monde n'est pas... mais non, mais bon, donc il avait fait, et c'était un des seuls qui a eu le courage de se dresser effectivement au Parlement européen dans la précédente mandature, puisqu'il n'est plus député européen, et où il avait effectivement interpellé les rangs de la droite en disant quand il faut virer des communistes ou etc., vous nous dites toujours que, montrez-nous que vous êtes capable de le faire aussi sur vos propres valeurs. Et effectivement, rien n'a bougé. Donc, voilà, sur Orban, il faut bloquer les droits de vote de la Hongrie, en tout cas commencer une procédure pour bloquer les droits de vote de la Hongrie au Conseil, et par ailleurs que le PPE foute dehors, tout simplement, c'est simple, tous ceux qui se réclameraient, puisqu'ils sont membres de ce groupe, tous ceux qui se réclameraient de la Hongrie. Voilà. Alors, on avait aussi la question du ratio. Les chiffres, je ne les connais pas sur le ratio. Je sais qu'il y a eu des chiffres qui ont été donnés, d'ailleurs qui viennent du Front National et d'une équipe du Front National en France, sur le coût des réfugiés. Et ces chiffres sont totalement contestés. Après, je pense que vous avez des contre-chiffres. Non, en fait, c'est très difficile d'avoir le coût par rapport à Calais, par rapport à Vintimille. Par exemple, on nous dit que la France n'a pas rétabli les contrôles aux frontières. Moi, j'étais samedi dernier à Vintimille et à Menton. Je ne sais pas ce que c'est alors rétablir les contrôles, parce que vu qu'il n'y a pas un train qui peut arriver de l'Italie sans s'arrêter en gare de Menton avec les policiers, la gare de Menton, moi je croyais que j'étais en zone d'occupation. Hein. C'est impressionnant. Voilà, c'est ça. Dès qu'on arrive, on est regardé. Bon, effectivement, j'avais pas de valise en plus, c'est pour cause. Et puis quand on passe la frontière, c'est pareil, quoi. Ils sont en train de regarder les véhicules, et dès qu'ils voient quelqu'un un peu de coloré, ça y est, tout de suite. Et puis c'est voilà. Donc,
je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs avec ces contrôles, mais voilà. Sur les chiffres, c'est très très difficile à voir. Même on a beaucoup de mal à voir les chiffres. Déjà, nous on les voulait par rapport aux expulsions de Roms, parce que quand on voit le coût des expulsions de Roms et par rapport à quel est le coût l'argent qui serait nécessaire pour justement créer des villages d'insertion, etc., on n'arrive pas à les avoir. Il y a une certaine opacité. Vous savez, on nous parle beaucoup de transparence, alors on sait certaines choses sur les personnes, mais quand on veut aller au cœur de ce qui est important pour nous en tant que citoyens, on a beaucoup de mal à la voir. Moi, bon, je vais conclure parce que voilà, il faut conclure. On a beaucoup parlé des réfugiés, de ce qui va, de ce qui va pas. Moi, je suis ni pro-européenne ni anti-européenne, mais l'Europe est là. Pour moi, c'est comme les Nations Unies. Les Nations Unies sont là, le Conseil de sécurité est là, le Conseil de l'Europe est là. Et la question n'est pas de savoir si pour ou contre, la question est de savoir comment on peut les utiliser et qu'est-ce qu'on peut exiger d'eux. Aujourd'hui, à la fois les États européens, et puis, ils se sont engagés à un certain nombre de choses, à la fois la Charte des droits, en plus, il y a le Conseil de l'Europe, etc., l'Union européenne, et tout. Il y a tout un corpus juridique, qu'il soit international, les États y adhèrent, l'Union européenne aussi, au niveau européen et au niveau local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est déjà faire appliquer parce que ce n'est plus appliqué. Et donc là, il faut vraiment un engagement citoyen pour exiger des comptes, pour relancer et pour dénoncer ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit n'est plus respecté. Et ce droit n'est plus respecté avec une autre dimension qui pour moi est assez grave et que je regarde avec beaucoup d'inquiétude, c'est que là, on parlait des réfugiés, puis en fonction des pays, on voit qu'il y a des réfugiés qui sont mieux accueillis que d'autres. Tous les réfugiés ne sont pas regardés de la même façon, tous les étrangers non plus. Je suis toujours, moi, très frappée quand j'entends que certains sont des immigrants et les autres sont des expatriés. Moi, j'ai beaucoup de collègues japonais, je travaille pour une société japonaise. Eux, ce sont des expatriés, ce ne sont pas des migrants. Et quand ils vont à la préfecture, ils ne sont pas traités de la même façon. Et donc déjà, on voit bien comment cela... Et au-delà de cette question de l'asile, des réfugiés, des migrants, au-delà de cette volonté de fermer et de rejeter, il y a quand même un problème beaucoup plus important dans nos sociétés. J'avais commencé en m'interrogeant sur l'universalité. Ce que moi je constate, c'est que cette universalité, finalement, elle n'est pas uniquement remise en cause par rapport à ceux qui ne sont pas européens et qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée. Elle est de plus en plus remise en cause, y compris sur le sol européen, notre propre sol. Et ce qui me choque, et je pense que là, il y a vraiment, en tout cas, c'est le cri d'alerte que moi je sonne aujourd'hui, au nom de la sécurité, au nom de la lutte contre le chômage, au nom des valeurs, de la culture, au nom de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on admet que les droits ne soient pas respectés de la même façon pour tous, y compris pour les citoyens français. Et cette notion de l'universalité du droit par rapport aux individus, elle est même mise en péril ici. Et à partir du moment où, de toute façon, on s'est habitué à voir les droits des Roms complètement bafoués et sous les pelleteuses, qu'on le voit au niveau des réfugiés, qu'on le voit au niveau des femmes parce qu'elles portent un foulard sur la tête, qu'on le voit parce qu'il y a des personnes qui sont plus basanées que d'autres, parce que ce sont des jeunes et que les jeunes, ils sont peut-être louches sur les réseaux sociaux et qu'il faut peut-être les écouter par rapport pour être sûr de la lutte antiterrorisme. En fait, petit à petit, on est dans une société où on admet que tous les citoyens n'ont pas les mêmes droits et à la fin, on admettra que les citoyens n'ont plus de droits. Et donc là, il faut vraiment un sursaut et c'est vraiment par rapport aux droits qu'il faut reprendre les choses et c'est comme ça qu'on va combattre et qu'on pourra faire de la place à chacun. Voilà, merci beaucoup. Et je vous félicite parce que ce fut un débat de haut vol et on a tenu les temps. Donc bravo. Merci beaucoup de votre participation et de la qualité des questions et des échanges et à très bientôt.